jingle. Bonjour et bienvenue dans notre Happy Hour, le nouveau rendez-vous qui vous parlera culture en toute décontraction. On avait envie de vous partager, en effet, plus que du cinéma, d'évoquer d'autres sujets comme il nous arrive de le faire souvent autour d'un verre. C'est beau. Et on a quelques bières avec nous aujourd'hui. On vous parlera musique, on vous parlera jeux vidéo, on vous parlera bande dessinée, on aura aussi quelques fois peut-être de vrais livres, si on y arrive. On ne s'interdira pas grand-chose. On sait lire. Vous savez lire, tout à fait. Ce sera un podcast assez libre, un peu fou, qui vous apportera, on l'espère, quelques bons plans et, comme nous, beaucoup de fun. Autour de la table pour cet épisode 0, le trio infernal de la team CloneWeb, que vous allez reconnaître à la voix évidemment, site qu'on ne présente plus et que je ne présenterai pas. Dans l'ordre d'arrivée, nous avons Marc, tombé dans le côté obscur depuis sa naissance. Salut. Salut Marc. Alexandre, qui parle souvent cuisine avec son meilleur pote John Favreau. Salut. Salut Alexandre. Et Jean-Victor, recordman du monde de visionnage de Speed Racer sans cligner des yeux. Salut Jean-Victor. Salut Mathieu. Avec nous également pour ce premier numéro, l'Indiana Jones de la critique française, aussi à l'aise sur les plateaux de tournage que dans les salles des festivals, Sylvestre Picard, journaliste chez Première. Konnichiwa. C'est aussi beau que les discours d'introduction de Cannes, tu vois. C'est préparé. C'est un peu la seule partie de l'émission qu'on a vraiment écrit. C'est beau. Et nous avons l'illustre chauve de la critique notre française, le Mathieu Gaillet. Le Télis Savalas du podcast. Merci Marc, je vais retenir ça. mais sans sucette. On ne me l'avait pas encore sorti celle-là, le Kojak de la Satique. Je retiendrai. Justement Marc, on va commencer tout de suite sans coup fait rire avec du dessin animé, du super-héros, puisqu'on n'en parle pas assez en ce moment, avec le nouveau dessin animé de DC Comics, Justice League versus Teen Titans. Ouais, je voulais vous parler de Justice League contre les Teen Titans qui est sorti en Blu-ray et en DVD le 13 avril dernier. Pourquoi vous en parlez maintenant ? Tout simplement parce que on a pas mal parlé ici de Batman contre Superman et du mauvais film que c'était, pour faire court. Alors, et c'était intéressant de voir que... Pardon ? Espèce de hater. On commence cash. 2 minutes et puis ça y est, on a déjà c'est parti. On commence cash. C'était histoire de montrer, voilà, Warner et DC, côté live, ils font de la merde. Et pourtant, côté animation, ça fait des décennies qu'ils font des trucs super bien. Et ça passe un peu sous le radar. Donc, pour repositionner un peu le truc, il faut remonter il y a plus de 20 ans, puisque Warner a commandé à sa branche animation, à la sortie de Batman, le défi de Tim Burton, une série d'animation. Ils ont fait appel à Bruce Timm et Rick Randomski, qui à l'époque bossaient sur les Tiny Toons. Et ils leur ont demandé de bosser sur un Batman qui était censé être la prolongation du film sans vraiment l'être. C'est devenu la série qu'on connaît. On sait qu'après, ils ont développé l'univers du Superman, avec le même talent, qui se sont entourés de tout un tas de gens hyper doués, dont Paul Dini, Alan Burnett, qui à l'écriture, Joaquim Dos Santos, qui a continué sur Avatar, plein de gens qui ont fait du très bon travail. Puis voilà, ce truc s'est monté, c'est arrivé jusqu'au point culminant qui est la Ligue des Justiciers et puis la Ligue des Justiciers Justice League Unlimited en anglais, qui s'est terminé en 2002-2003. Quelques talents se sont un peu barrés, et puis finalement, une partie de l'équipe a bifurqué sur de la production des TV. L'envie de Warner, c'était, plutôt que de faire de la série télé, c'était de travailler du long format et de commencer à produire soit des histoires originales d'1h15, 1h20, soit d'adapter des trucs. Et ils ont commencé en 2007, si je dis pas de bêtises, avec Superman's Doomsday, dont une partie de l'histoire est d'ailleurs dans Batman contre Superman. Et d'ailleurs, il y avait déjà Bruce Timm à l'époque aussi sur. C'est réalisé par Bruce Timm, non ? Superman Doomsday ? Ouais, Doomsday est co-réalisé par Bruce Timm. Lui, il a été un peu placardisé après, par la suite. Il a fait plus que de la prod, etc. Mais effectivement, il a bossé sur le premier. C'est d'ailleurs de tous les succès que Warner a sortis en DVD en version animée, c'est celui qui a le plus marché. C'est un des meilleurs aussi. C'est un des plus intéressants. 12 millions de dollars de recettes aux USA pour Superman Doomsday, suivi par Superman et Batman Public Enemies qui avait rapporté 10,6 millions. Ah, parce que c'était sorti en salle là-bas ? Non, ça sort que dans DVD. Ouais, juste les chiffres DVD. C'est que du chiffre DVD américain. Ça, pour le coup, c'est des bons tests parce que c'était aussi adapté des comics Batman contre Superman. Ouais, ça ressemble beaucoup à Batman contre Superman. Enfin, c'est les prémices voilà. un peu de... Et ça marche correctement parce que je pense que je sais pas j'ai pas trouvé le budget, mais je pense que c'est pas très cher à produire. Et ça rapporte entre 3 et 5 millions en sortie à peu près, un peu plus selon les thèmes, etc. Donc voilà. C'est indépendant en termes de... C'est des one-shots ou Ouais. c'est des trucs Alors, qui... justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé par des one-shots. Ils ont commencé par alterner des one-shots qui étaient de l'adaptation et des histoires originales. Donc il y a eu Superman Doomsday, puis il y a eu un truc sur Green Lantern qui était ultra violent et qui était totalement original. C'était First Flight ? C'était First Flight, ouais. C'était cool ça. Ouais, c'était cool. Il y a une scène absolument atroce où il y a
une des Green Lantern qui se fait empaler. Tu t'imagines difficilement ça dans un dessin animé. Tu fais, waouh. Mais tu ressens les moments où en fait Bruce Timm a plus ou moins de pouvoir sur ce qu'ils font et quand ce mec-là est à la barre ou à la production, ça a un cachet assez peu commun, quoi. Les autres dessins animés sont de qualité un peu inférieure. Ouais. Et donc les mecs ont continué à bosser là-dessus, à adapter des trucs. Ils ont adapté All Star Superman, ils ont adapté Batman Year One, Dark Knight Returns en 2 parties. Ils ont même fait récemment un What If, donc un univers parallèle qui s'appelait Justice League Gods and Monsters, où ils réimaginaient le personnage de Batman, le personnage de Superman qui est là, le fils de Zod. Batman n'était plus du tout Bruce Wayne, etc. Batman, C'était c'est Man totalement Bat, du refait. Ouais, c'est un C'est vampire. Man Bat. Ouais, C'était c'est- un vampire. Wonder Woman venait de la planète Apocalypse. Enfin, c'était complètement différent. Puis Ça il tuait, donnait il une tuait super tout ce qui histoire. bougeait. Il tuait. C'était assez violent Ouais, aussi. ouais. C'est pareil, ça c'est des concepts qui existent en comics qui sont assez kiffants de voir les versions démoniaques de choses. Ouais, des versions alternatives des personnages. Ouais. Et donc j'en viens à ce que tu demandais, Sylvestre, en 2013, en profitant que Warner DC reboot ses comics et lance New 52 avec des personnages réinventés, etc. Ils en profitent alors côté animation, ils adaptent Flashpoint Paradox, et à partir de là, ils commencent un univers, et toute une série de films vont faire partie du même univers. Ce sont toutes des suites les uns des autres. Chaque fois, c'est plus ou moins indépendant, et à chaque fois, tu peux regarder un film sans avoir vu les précédents. Mais c'est suivi, ouais. Mais c'est suivi et ils commencent petit à petit à avoir leur propre univers côté animation. Les personnages sont tout le temps les mêmes, les histoires sont les conséquences l'une de l'autre ou pas. Sachant Voilà. qu'en plus, sur ces trucs-là, ils adaptent aussi des arcs qui sont écrits en même temps en comics. Notamment, récemment, il y avait eu Batman versus Robin, et qui était directement adapté de la Cour des hiboux. de D'accord, Scott des Snyder, hiboux, ouais, par c'est exemple. ça. Et le dernier qui s'appelait Batman Bad Blood, qui reprenait l'arc de Batwoman, etc. Et donc on arrive à la Ligue des Justiciers contre les Teen Titans, qui, lui, pour le coup, nécessite quand même peut-être de voir un ou deux volets précédents, parce que la production a démarré un arc sur le fils de Bruce Wayne, Damian, qui a repris le poste de Robin, qui a été introduit dans Son of Batman en 2014, si je dis pas de bêtises, qui a été repris ensuite après, qui est un personnage super intéressant, parce que Damian est en fait le fils on peut spoiler, c'est connu, que Bruce Wayne a eu avec Talia al Ghul. Il a été élevé par Raz dans les montagnes. Ouais, Ligue des Il Assassins. a Avec Marion Cotillard. Presque. presque En dessin Presque. et en mieux. Et en elle mieux, joue mieux voilà, en dessin. et qui meurt pas comme un caca. Et voilà, et du coup j'ai perdu le fil de mes pensées, mais c'est pas très grave. Et du coup, voilà, c'est l'histoire toujours de Damian Wayne. On l'a vu d'abord se friter avec son père au moment donné où il l'a repris, avec les sidekicks, et il faut faire quelque chose de ce personnage. Et dans cette histoire-là, dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, après un incident, Bruce Wayne décide d'emmener Damian chez les Teen Titans, parce que finalement les mecs sont un peu tous pareils, c'est tous des paumés de la vie qui ont des origines un peu particulières et qui ont tous une soif de justice et qui travaillent en parallèle de la Justice League, et donc il va les emmener chez lui, c'est l'inverse, il va emmener Damian chez les Teen Titans, Il le fout en pensionnat, quoi. voilà, il le Et met en pensionnage, pension, c'est des super-héros. C'est quand même en pas mal. espérant qu'ils arrivent à en tirer quelque chose. Et alors, autant je trouve que la trame de l'histoire qui implique des démons, etc., c'était pas super passionnant, autant je trouve que cet arc de Damian Wayne est vraiment super cool à suivre depuis les premiers films. Et là, l'évolution en le mettant en contact avec des jeunes dans la même situation que lui, etc., ça donne un truc intéressant. Après, tu as toujours le problème de la production qui est de faire des films qui sont très courts. C'est généralement 1h15, 1h20. Ouais, 1h20, ouais. Donc c'est des structures qui sont extrêmement resserrées. D'ailleurs, c'est assez marrant de les comparer parce qu'ils démarrent toujours tous de la même manière. Ils ont toujours un générique qui se ressemble, etc. Et en fin de compte, c'est des films qui, comme ils ont un impératif quand même d'avoir un grand méchant, parce que bon, les gamins qui achètent ça, ils veulent voir des super-héros se taper avec des méchants. Ce genre de truc-là, notamment l'arc de Damian Wayne, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas totalement le développer dans le film et que ça reste quand même un petit peu en surface. Donc ça fait une partie du film durant 20 minutes. Et après, il y a des complications avec des démons et ça devient une espèce de truc Ça de manque bourrin, cruellement d'innovation, quoi. Enfin, en ayant vu une dizaine déjà de sorties VOD comme ça animées, pour le coup, il y a des choses vachement plus intéressantes dans certains dessins animés, comme Moi, mon vrai problème sur celui-là, c'est que j'ai vu Gods and Monsters il y a pas si longtemps que ça. C'était quoi, l'année dernière? Ouais, c'est Il est l'année sorti dernière, l'année ça. Et celui-là, mais j'ai commencé les 5 premières minutes, la première baston de début, je me dis pas mal, bon, l'animation est pas mal. Et dès qu'il commence à parler, et dès qu'il commence à bouger
hors fight, je trouve ça hyper statique et globalement assez moche. Ouais, c'est assez schématique en plus dans l'écriture. donc, C'est produit aux États-Unis. en c'est interne, le ouais. studio C'est d'American, produit en aux interne, ils ont États-Unis, délégué mais à- l'animation est envoyée en Asie quand même. Là, il y a une partie qui est traitée en Asie. sous-traité. C'est ouais. sous-traité. C'est vrai que c'est parfois un peu à l'arrache. Ouais. Mais J'ai il l'impression- manque un vrai angle dans le truc, comme il faut y avoir quand il y avait un vrai créateur derrière. Bah, c'est ça le truc, c'est C'est qu'en un peu fait ils sont l'épisode tous sur- réalisés de la même manière les films, donc ils ont tendance à tous se ressembler. Après c'est hyper bien pour les gens qui veulent voir des super-héros qui se permettent effectivement des choses que tu vois pas au cinéma, qui tuent, qui sont un peu plus violents. Mais là-dessus je recommanderais vraiment le Dark Knight Returns qui avait été fait en 2 parties, Ouais, qui Dark était un Knight peu une Returns, c'était adaptation super. littérale, mais qui avait vraiment des passages super chouettes et qui pour le coup proposait un vrai combat Batman versus Superman. Mais après c'est vrai que Teen Titans, bon, c'est pas génial, mais ça se regarde. Moi, quoi. je les trouve, il est un peu anecdotique. Moi, je l'ai bien aimé. Alors, c'est vrai que je l'ai vu juste après avoir vu Batman contre Superman. Donc, en une fait, version t'avais le live. seum. T'avais Et trop le tu seum. vois, Forcément, après la douche voilà. froide, tu passes à un truc où les mecs ont gardé l'essence des héros, où les combats sont corrects, c'est lisible. Et typiquement, moi, du coup, voilà, ça m'a presque réconcilié avec des personnages avec lesquels j'étais fâché, quoi. Et du coup, je trouvais ça cool. Alors ouais, c'est anecdotique, effectivement, il y a des trucs, voilà, mais il y a aussi le défaut, en fait, de cette... ça rejoint un peu ce qu'on a déjà dit à d'autres moments sur les prods Marvel, c'est qu'on vire à la sérialisation, en fait. Finalement, complètement, ouais. ces DTV-là, ça devient de gros épisodes d'une série qui sort un épisode tous les 6 mois. Ouais, le problème, truc c'est qu'on d'une heure et quart, décroche- 1h20. On peut décrocher. Moi, j'ai vu celui-là, je me souvenais pas du tout des précédents en fait. Je suis vieux et j'ai une mémoire d'un trou, mais du coup, ton truc, ton côté, l'épisode qui suit le précédent, moi, je l'ai pas du tout vu parce que j'avais complètement zappé qu'on parlait du fils de Batman avant. Et que c'était la suite de Bad Blood, ouais. Et voilà, j'ai mal révisé, mais du coup, le visionnage, j'ai trouvé que du coup, c'était un mec qui va chez Teen Titan, on fait un semblant de combat entre les deux factions de super-héros pour en fait finir contre un super méchant, enfin un truc assez finalement Ouais, classique. c'est hyper classique. Ouais. Et même si les personnages sont intéressants, effectivement, on retrouve plus l'influence des comics dans ce dessin animé-là que dans le dernier film au cinéma. Ça m'a semblé manquer de contenu, quoi. Enfin, un truc un peu. Mais après, c'est intéressant Original. de voir les premiers pour les gens qui veulent voir un petit peu des super-héros qu'on n'a pas forcément vus au cinéma ou qui veulent voir par exemple un bon Green Lantern. The New Frontier, pour moi, ça reste un des meilleurs. Parce qu'il Voilà, y a- les premiers qui sont des one-shots, que ce soit Green Lantern First Flight, que ce soit Wonder Woman, etc., c'est accessible à tous et ça permet vraiment de voir en fait un truc assez fidèle à ce qu'est DC sans non plus avoir besoin de 3 films derrière en background. Quoi. Bon, tu recommandes quand même. Je recommande quand même parce que ça va réconcilier les gens qui étaient tout vénères en sortant de Batman contre Superman. Là, voilà, ça a un petit peu plus de gueule. C'est un petit peu plus de gueule. Cela dit, c'est vrai que les projets suivants de DC et Warner sont plus intéressants puisque la prochaine adaptation, c'est le fameux The Killing Joke de Brian Bolland et Alan Moore, pour lequel Bruce Timm ressort du placard, pour lequel ils ont fait un nouveau appel à Kevin Conroy, qui était la voix originale de Batman dans la série de fin des années 90, et à Mark Hamill qui reprend le rôle du Joker. Et donc voilà, ils ressortent un peu toute la vieille équipe pour faire un truc qui devrait avoir de la gueule. Ils refont En un plus, dessin un peu all-star. Quoi. On vient d'apprendre que le film sera classé R. Donc Oui, c'était ma question en fait. J'allais dire, est-ce que c'est du coup on peut le conseiller aussi à un public un peu plus jeune que celui qui pourrait aller voir du Zack Snyder alors aussi. autant Teen Titans, Justice League contre Teen Titans, c'est vraiment, je pense, tout public. Autant The Killing Joke, à mon avis, ça va vraiment être réservé à un public averti. Je me rappelle avoir lu, souvenir de vieux con, j'avais lu Killing Joke quand j'étais vraiment petit, très Et t'avais petit. pas compris. J'avais pas compris, mais j'ai compris que c'était extrêmement violent et extrêmement sale. Donc moi, au contraire, je conseillerais ça aux enfants pour comprendre ce que c'est un peu les BD pour adultes. C'est de lire, Une c'est de porte regarder d'entrée, Killing ouais. Joke ou Gods and Monsters le plus rapidement possible pour dire ah ouais bah en fait c'est ça aussi. C'est pas forcément Ouais. que des gentils en collant. Ça va Donc être voilà, une pour- tr- Pardon, oui, vas-y. Non, j'allais dire, pour boucler sur le sujet, moi je conseille aux gens de jeter un œil au film, mais à la cool, genre un dimanche matin, à 10h au réveil, un bol de céréales, une boisson chaude et Justice League contre Teen Titans, ça passe très bien. On fera du conseil petit déjeuner la prochaine C'est fois. ça, à défaut de Quel- conseiller Avec la les la céréale. recettes d'Alexandre pour un bon breakfast. Avec du Avec lait ou John pas Favreau. voilà. Ah, moi, Du je coup, suis très Mini team René, lait, ou- après c'est un choix. hein. Du coup, la transition m'en vais, de je- Sylvestre est parfaite puisqu'on va parler comics maintenant et on va Oh. parler aussi pareil un super-héros qui est pas non plus assez trop tendre. Mais Tu qui vas- est à tu la vas mode nous en ce en moment parler, puisqu'il s'agit de Daredevil. Et non, je voulais parler d'une sortie BD qui s'appelle Daredevil Redemption, qui est en fait un comics. bel accent anglais. Redemption, qui est sorti aux États-Unis il y a à peu près 10 ans et qui sort enfin chez nous. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une BD qui se suffit elle-même. Vous n'avez pas besoin de lire 14 trucs avant. Et donc, c'est écrit par David Hein et dessiné par Michael Gaydos. C'était une BD qui a été faite justement au moment où Michael Gaydos venait de terminer le run de Alias
la fameuse BD qui a inspiré Jessica Jones. Tout est sponsorisé par Netflix maintenant. Tout ça, tout est, ouais, exactement. Et en fait, je voulais parler de cette BD là parce que elle suit en fait très bien les gens qui voudraient voir un peu plus de Daredevil après la saison 2 de la série Netflix, parce que Il y a le film. et le film, ouais, éventuellement. C'était Alexandre, merci beaucoup. J'ai cru qu'il allait en profiter pour tenter de réhabiliter un peu le film de Mark Steven Johnson avec. Mais je sens que tu vas Ben faire ça Affleck. très très bien après moi. Bah, maintenant que tu en parles, j'aimerais bien en parler un peu parce que voilà, Parce que je suis passionné par non, Daredevil, parce que Ben j'ai- Affleck. non, je veux pas pirater ce que tu viens de dire, mais j'adore Colin Farrell dans ce film. En tout cas, on va pas arrêter de parler de Ben Affleck. Voilà. C'est ça. L'homme qui a joué Daredevil et Batman, c'est quand même pas mal. Et donc dans Daredevil Redemption, c'est bien parce que en fait, ça se concentre beaucoup plus sur la partie juridique du personnage de Matt Murdock. Waouh. L'histoire globalement, c'est un gamin, un ado qui est un peu fan de métal et de trucs soi-disant sataniques en Alabama aux États-Unis, et en fait, il est accusé d'avoir tué un de ses copains. Et donc tout l'accable dans le village où il est, parce que c'est un village un peu poisseux avec une ambiance un peu consanguine, bizarre. Et en fait, Matt Murdock débarque là-dedans et doit réussir à sauver le gamin en procès. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de voir vraiment comment le personnage fonctionne dans sa partie avocat, alors que dans la série récemment c'était pas tellement le cas. À chaque fois qu'il y avait un procès, il n'était pas là. Et là en l'occurrence, ça essaie, voilà, c'est beaucoup plus centré sur la partie Matt Murdock. Donc si vous voulez voir Daredevil taper des méchants, c'est pas du tout ce qu'il faut lire. Mais ça a vraiment une ambiance un peu à la True Detective, un truc un peu sombre où on se rend compte que déjà les meurtres en question, ils sont un peu graphiques parce qu'effectivement il y a eu des morts dans le village en question et c'est pas très propre. Et c'est intéressant parce que voilà, si vous voulez vraiment voir la phase juridique du personnage et comment ça fonctionne avec une intrigue un peu à la tiroir mais qui est pas trop mal foutue, c'est accessible à tous, il n'y a pas besoin d'avoir lu Daredevil avant. Et on le voit quand même en costume taper des gens ou Un petit peu, pas mais trop bon, Ouais, avec un code civil. étant donné qu'il I n'est pas object. censé être Daredevil, si tu veux, Daredevil qui débarque à la campagne, c'est un peu bizarre. Donc il a un petit peu le costume, mais C'est un c'est concept, beaucoup c'est plus un Daredevil à la campagne. Voilà, donc Daredevil à la campagne. C'est Voilà. c'est marrant de sortir Daredevil de New York aussi, qui est un personnage que je trouve, enfin, moi de Ouais, qui est l'extérieur, que je trouve très propre à très New York, ouais. défini par. C'est comme dès qu'on a foutu Spider-Man en dehors de son élément, même lui dans la BD il est paumé et j'ai l'impression que le lecteur aussi est paumé. Donc il y a Donc là, ça cet passe. aspect-là qui est assez rigolo, ouais, et surtout qu'en plus, pour revenir sur l'idée de New York, ça a été aussi fait récemment dans les comics, dans le dernier run de Mark Waid aux États-Unis, où en fait, dans les comics récents, en fait, les gens savent plus ou moins que Matt Murdock c'est Daredevil, ce qui fout un bordel dans sa vie pas possible. Et en fin de route, en fait, il en vient carrément à se barrer, à vivre à San Francisco. Et donc il y a eu tout un arc qui était assez bien foutu parce que il était totalement paumé. Il avait plus du tout ses repères quand il voguait sur les toits la nuit, il se cassait la gueule et tout, tu vois, parce qu'il savait vraiment plus où il était. Donc ouais, ça permet de changer un petit peu d'air aussi pour Matt Murdock et c'est plutôt bien fait. Super. Ok, et écoute, Voilà. un conseil de lecture. Voilà, merci. Voilà. Ça coûte 15 €, c'est Et, chez Panini Comics et c'est bien. Avec Du des coup, céréales ou pas? Qu'est-ce qu'on mange avec Daredevil C'est la question qu'il faut poser à Non, Alexandre Loss. moi, je voudrais que tu me fasses pas un peu de ton avis sur Colin Farrell dans le film. Oui, parce que tu avais l'air pose, très perturbé par cette histoire. En fait, oui, mais si on part sur Daredevil avec Ben Affleck, que je trouve qu'il y a un film en fait très honnête. J'aime le Caïd, j'aime la vision du Caïd dans le film, mais je trouve qu'il y a une scène qui est vraiment sublime dans le Daredevil qu'on On a n'aime pas, l'impression que que les tu gens fais ton n'aiment pas. coming out là. Voilà, c'est la scène où il voit Elektra sous la pluie Oui. et que le visage Ah, ouais. d'Elektra se dessine avec les gouttes de pluie et je trouve que c'est vraiment une très très belle scène et ok, il y a plein de problèmes, ok, il y a plein d'effets spéciaux Ok, en c'est pas un mousse, très bon film. ok, Il peut y avoir Ben une Affleck scène est de nul bien en dans le film. Daredevil, voilà, ok, mais globalement Non, je trouve mais, que c'est un film qui vieillit plutôt bien. Tu tombes dessus Mhm. sur W9 un soir à 22h tranquillement en train de manger tes céréales et tout, voilà, tu fais hey, Daredevil et tu zappes et tu regardes et J'espère que c'est pas les mêmes céréales que tu as commencé à manger dès dimanche matin en regardant des dessins animés. Là, et t'as aussi une très bonne scène aussi comme ça quand il se réveille au début dans l'hôpital et où il commence à capter tous les sons qui traversent Ouais, les murs, etc. voilà, il y a un gros problème de rythme parce qu'effectivement il vient de se faire percuter par un camion, puis il se réveille le lendemain, puis pan, il a ses super pouvoirs. Bon, super, c'est mal écrit, tout ce qu'on veut. Et je trouve que la scène d'introduction de Colin Farrell, où, dois-je vous rappeler, il jette Il des jette une trombones. cacahuète. Non, il Une jette des cacahuète. Ah non. il joue aux fléchettes avec sans regarder, tout en éclusant une pinte de Guinness, et il met toutes les flèches au milieu. Et ben moi je trouve que c'est une scène Oui, mais juste formidable. après, il tue une vieille avec une cacahuète dans un avion. Dans un avion, exactement. Et ben où est le problème? Je trouve ça normal. C'est un super méchant. On va tenter ça avec une pinte de Guinness, je sais pas si ça fonctionnera. Bref.
On passe à un autre sujet de bande À une autre dessinée, BD. une bande dessinée franco-belge cette fois, restons un petit peu local. Je voulais parler moi du 11e tome de Travis. Travis, c'est une bande dessinée qui est parue chez Delcourt dans la collection Néopolis. Néopolis, c'est une grosse collection de bandes dessinées plutôt science-fiction, fantastique, avec Carmen McCallum, Golden City, Nash ou Sillage par exemple. Parce qu'on a tendance à oublier, mais on en fait aussi chez nous de la science-fiction. Tout à fait, et de la plutôt bonne. Pour le coup, on peut chacun trouver son truc au moins dans la collection Néopolis qui compte plusieurs dizaines de marques, enfin de titres différents. Travis, c'est quoi? Alors pour résumer, Travis, c'est de la science-fiction un peu pop qui se passe entre la Terre et la Lune. On suit les pas d'un contrebandier un peu fou dont la meilleure amie est une intelligence artificielle. Le personnage a beaucoup de liens avec le fameux Han Solo d'une série de films que je ne citerai pas. Voilà, c'est un mec, c'est un roux d'ailleurs au passage, Alexandre. C'est un contrebandier qui a pas mal de problèmes entre On dit blond vénitien. blond vénitien, pardon. C'est pas parce qu'il. C'est mieux que rien. C'est vrai. C'est mieux que chauve, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Celle-là, je la On méritais, retient, merci pour, beaucoup. on retient pour la prochaine fois. Tu sais. Ah, ça va te plaire, Mathieu. Il y a un chauve dans cette BD. Tu vas voir, c'est fait pour toi. Il est pas chauve, Colin Farrell, dans Daredevil? Non, non, Si. non, pas totalement. Il a une cible dessinée sur le front. C'est ça, je vais faire pareil moi. Ça va être très chelou. Mais pour le coup, donc, Travis, ouais, c'est une histoire de contrebandier entre la Terre et la Lune. Il y a des multinationales maléfiques. Il y a surtout beaucoup de discours sur l'écologie. Ça se passe sur les scènes sur Terre, les séquences sur Terre se passent pas mal en Guyane ou en Turquie, dans un futur un peu proche qui aurait évolué vers plus de multinationales, plus d'économies galopantes et surtout plus de grosses machines, de robots, etc. Et donc du coup on suit toutes les aventures de ce mec-là. Et le 11e tome est un peu différent parce que du coup il est totalement absent de toute l'histoire. Le 11e tome c'est la relance de Travis qui plusieurs volumes forment des cycles et là c'est la relance d'un nouveau cycle et on suit plutôt le méchant de l'histoire qui est Vlad, le méchant un peu ex-meilleur ami du héros. Et ce qui est original, c'est que du coup il est totalement absent, on se pose beaucoup de questions sur ce qui a pu lui arriver. Donc ça en soi c'est déjà un peu plus original que les derniers volumes. Et est-ce qu'à la fin, Ray arrive et lui tend un sabre laser? Ça peut être un peu ça. Ok. Il y a un peu quelque chose Il y qui a une ressemble à scène ça. post-générique avec Nick Fury. La problématique de la bande dessinée, c'est que les cliffhangers, du coup, il y a un tout petit cliffhanger parce que fatalement, on vous annonce des volumes prochains, hein, c'est quand même le principe. Mais du coup, voilà, c'est un nouveau chapitre dans l'histoire de Travis. C'est pas forcément le meilleur dans le sens où moi j'ai trouvé le dessin un tout petit peu en dessous des précédents volumes. C'est la question que j'allais te poser, est-ce que c'est la même équipe créative? C'est à peu près les mêmes auteurs d'origine sont là, sauf un qui est parti en cours de route, qui était l'un des auteurs d'Aqua Blue, j'oublie son nom aussi. Mais globalement, c'est toujours la même équipe. Ce qui est pas mal sur ce genre de franchise de bande dessinée, c'est que c'est souvent les mêmes mecs sur 10 ou 15 volumes. Donc là, je suis quand même curieux de voir le prochain numéro. Toutefois, voilà, il se suffira pas à lui-même, quoi. Est-ce que ça peut se lire en entrant dans un cycle, genre là démarrer par celui-là par exemple? Celui-là, tu peux commencer par parce celui-là. que 11 tomes à rattraper, ça va quand même être un peu Ouais, galère. c'est Du assez, coup, comment est-ce qu'on peut rentrer là-dedans facilement? C'est pas mal. Celui-là, pour le coup, comme je dis, comme il est totalement absent, dès le début, il y a une espèce d'ouverture et puis après il y a un cliffhanger à la fin qui donne pas trop d'indices sur ce qui a pu se passer avant. Donc tu peux totalement rentrer dans l'histoire avec ce volume-là. Les 10 premiers sont quand même assez embriqués les uns dans les autres, donc du coup si t'as aimé celui-là, il faudra du coup t'acheter les 10 précédents, quoi. C'est un petit peu le principe de la franchise. On va continuer à parler bande dessinée. Je vais redonner la parole à Marc. Je parle vraiment beaucoup trop. Pour Lucky Luke. T'inquiète pas, après c'est les autres qui Promis, parlent. après je me tais. Voilà. Ouais, je voulais parler un peu de Lucky Luke quand même parce que moi, Lucky Luke, je crois, dans mon souvenir, c'est ma première vraie BD. Plein de gens qui sont rentrés dans la BD franco-belge par Tintin. Moi, mon gros souvenir, c'est Lucky Luke en premier. Mon père avait les deux et Tintin, l'Amérique, quand t'as eu 7-8 ans, ça peut être un petit peu chiant quand même, faut l'admettre. Donc voilà, Lucky Luke. C'est un Belge qui dit ça. Hein, c'est un Belge qui dit ça, ouais, carrément. Moi, c'est assumé. C'est génial. Non, Tintin, Lucky Luke, c'est. Mais c'est chiant. Tu vas perdre ta nationalité. Quand t'as 7-8 ans, quand 7-8 ans et que t'as une case remplie de texte, bon, Ah non, mais c'est un peu. là, je suis C'est désolé, un mais je tout- peux pas être d'accord avec Non, non, vous non, là-dessus. non, Sur Tintin, non, mais c'est pas Black et Mortimer. Ok, Non, Black non, et je suis Mortimer, d'accord, d'accord, ok. avec les textes. Mais Tintin, ça reste. C'est plus une histoire d'accessibilité en fait. Puis Lucky Luke, c'est plus funky, il y a du western. Voilà, quand t'es un gamin, t'as 6-7 ans,
Ah, il y a des Ah. trucs dans Lucky Luke qui sont assez effrayants. Hein. Voilà, donc J'ai maintenant eu on très apprend que jeune. Mathieu a été Voilà. traumatisé par Lucky Luke étant petit. C'est pas faux. C'est pour ça, la chute des C'est pour cheveux, ça ça vient il de a là. perdu ses cheveux. Pendant la lecture d'un tome. En gros, ça va être le running gag. Ça va être, on va dire à chaque fois, hey, il y a des chauves. Oh. Là, t'as ça, perdu là, tes ça me cheveux. voit, il n'y a pas d'image, donc c'est bon. Pour une fois. Ouais. Alors, pour reprendre le fil de mon histoire, Lucky Luke a cette année 70 ans. Bon anniversaire. Son éditeur, Dargo, a fait des trucs. Il y a une exposition qui a été à Angoulême pendant le festival. Il y a un très joli L'expo catalogue. est toujours à Angoulême, la cité, d'ailleurs. à la Cité de la bande dessinée. Ok, Elle bah est voilà. toujours visible jusqu'en. Et il y a un septembre. superbe catalogue qui l'accompagne, qui est disponible en librairie, que je recommande s'il y a des gens qui aiment ça. C'est vraiment un très beau bouquin. Voilà, donc Lucky Luke est né en 46 pour 2-3 dates. 46 pour sa naissance, avec un premier album qui s'appelait Arizona 1980. En 48, Maurice part aux USA, notamment avec Gigi et Franquin dans sa valise. Ils vont faire un tour en famille, ils reviennent. Et en 49, il modifie des choses après avoir vu les États-Unis lui-même et il sort le fameux La mine d'or de Dick Digger. Et puis il a fait quasiment 77 albums, un petit peu moins en comptant, puisque 77 ça inclut les nouveaux auteurs. Il est mort en 2001 et HD a repris le dessin après. Il y a plein de scénaristes qui se sont succédés. Principalement Laurent Gérard. Quand même. Non, ouais, mais il y a beaucoup de gens C'est qui se le sont truc à cassés, ne pas dire. qui se sont cassés les dents, parce qu'il y a Daniel Pennac qui est quand même un Ouais. super auteur, qui a écrit un Lucky Luke qui est pas très bon. Tout le monde s'est un peu cassé la tête. Et du coup, pour les 70 ans, Dargo a une très bonne idée. Ils ont filé les clés à un dessinateur qui s'appelle Mathieu Bonhomme, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait une série qui s'appelait Esteban. Oui. Un truc en 6 tomes avec Un chasseur de baleines. avec un chasseur de baleines. Et la BD sur un médecin au XVIIIe siècle. Ouais, aussi. le Marquis d'Anaon. Ce qui est sublime. Vraiment une espèce Écrit de. par Fabien Vellman. C'est super le Marquis d'Anaon. C'est Ouais. vraiment une super C'est série. un truc un peu à la X-Files, un peu, où il s'intéresse à des phénomènes paranormaux, pardon. Des phénomènes phénoménaux. Des phénomènes phénoménaux. Cette ouais. phrase était paranormale. Voilà, merci de me sortir de mon problème. Bref, Mathieu Bonhomme, il a fait un truc hyper cool il y a 2-3 ans. Il a sorti 2 tomes avec Lewis Trondheim d'une BD qui s'appelait Texas Cowboys, Ouais. Ouais. où il redonnait un peu ses lettres de noblesse à la BD western. C'est vraiment hyper bien. Et du coup, il semblait tout trouver pour refaire du Lucky Luke. Voilà. Et du coup, c'est sorti, pardon. Ça s'appelle L'homme qui a tué Lucky Luke, puisque sur l'une des premières planches, on voit le cadavre de Lucky Luke, la tête dans la boue, En sang. en sang, et il vient de se faire tirer dessus par derrière. Ouh. Et toute l'intrigue sera de savoir ce qui s'est passé, etc. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que Bonhomme a pris le parti de, pas vraiment de rebooter le personnage, mais d'y apporter une touche de modernisme. Ça m'a un peu rappelé Casino Royale, quand le premier Daniel Craig chez James Bond, où on venait d'une franchise où c'était un peu la fête à neuneux, avec des gadgets dans tous les sens, des effets spéciaux, des vannes. Et là, on revient à un truc un peu plus sérieux, un peu plus resserré. Surtout, ce qui est bien, c'est que d'habitude, enfin, toutes les séries qui continuent, ils essaient de respecter au maximum le trait, Mm. de faire vraiment du Mhm. copier-coller et de C'est ne ça. pas sortir de truc. Et là, c'est vraiment un dessin de Mathieu Bonhomme plus qu'un des. Ah, carrément, C'est ouais, pas ouais. Mathieu Bonhomme qui fait du Maurice. Mm. C'est vraiment C'est Mathieu- c'est une ouais, BD ouais, de il a Mathieu repris Bonhomme avant. Alors, il s'amuse d'ailleurs un peu de ça parce qu'il reprend. Maurice avait des habitudes dans son dessin, il croquait tous les croque-morts de la même manière, par exemple. Bah, ouais, il caricature ça pour le réintégrer un tout petit peu, mais c'est plus du clin d'œil qu'une envie de reprendre le trait. Est-ce que je peux te poser une question? Ouais, Est-ce vas-y. que je sais pas où se déroule l'intrigue, mais il y a une chose que j'adore dans les Lucky Luke, c'est les panneaux de ville. Notamment dans les Lucky Luke de Goscinny, il y a toujours par exemple bienvenue à Dead Gulch. Et t'as marqué nous avons tout pour te recevoir, un saloon, un shérif, un cimetière. Ouais, Tu sais, c'est ça. T'as les sous-titres. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est repris dans la BD parce qu'en fait, il reprend tous ces petits codes qui font la sauce du truc. Et le titre est une référence évidemment à l'homme qui tua Liberty Valance Absolument. de John Ford. Et ça, c'est une belle référence. Et en même temps, donc, il reprend tous ces C'est petits des codes. trucs. Il reprend tous ces petits codes et en même temps, l'intrigue est beaucoup plus resserrée que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a une bonne galerie de personnages super travaillés. Il y a quelques petits clins d'œil, voilà, mais c'est vraiment une très très bonne BD. Moi, je suis un fanboy de Lucky Luke à la base, donc j'ai pas de mal à le dire. J'ai pas non plus de mal à le dire que les derniers tomes c'était quand même de la merde. Et donc je suis très content que Dargo se relance comme ça dans un truc un peu moderne, un peu plus adulte aussi, parce que finalement les lecteurs de BD maintenant ont plus le même âge que dans les années 60 où c'était vraiment destiné aux gamins et pas tant que ça aux adultes. Maintenant le public a grandi, donc c'est intéressant de voir mûrir le personnage. Moi ce qui m'embête c'est que je pense que c'est un one shot et je sais qu'il se vend hyper bien, mais j'espère que Dargo va
vouloir prolonger cette idée-là. Chez Dupuis, ils avaient fait ça. Les auteurs actuels de Spirou, Johan et Vellman, avaient fait un one-shot à leur sauce qui s'appelait Les Géants Pétrifiés, C'était vachement bien. où c'était un truc, une série à part, hors chronologie, avec leurs propres traits, etc. Et puis l'éditeur avait été emballé et ils lui auront filé la série principale. Donc, en leur toi, tu veux demandant militer de- pour qu'on garde les mêmes On auteurs va faire une sur- le même pétition auteur sur, pour Mathieu Bonhomme sur Ouais, le moi je suis carrément chaud là-dessus. C'est un personnage qui mérite d'évoluer, c'est bon. Ou Alors, alors, le trait de ou alors Maurice, partir comme sur une série Spirou, le Lucky Luke de Les Aventures de Lucky Luke par C'est des, cool. des auteurs particuliers. C'était comme Machine qui rêve de Spirou Ouais, c'est et ça. Fantasio avec Tom et Jean-Ry, Mhm. les deux mêmes, et d'un coup qui prenaient tout Qui à se lâchent, rebours, ouais. qui se lâchaient, qui faisaient un one-shot. Les reboots, là, c'est complètement tiède en ce moment. Les Black et Mortimer, c'est correct à lire, mais c'est vraiment pas c'est Jacob, cahier ça. des charges à mort. Ouais, Ça manque de. on embauche Il y a des plus de surprises, dessinateurs ouais. qui reprennent le trait original au point près. Enfin, ça devient chiant en fait. hein, Ouais, c'est pour ça, dire ce c'est qu'il y a. ça. C'est très dommage de faire ça. Il faut plus, je pense, des albums comme ça. Ce que les Américains font depuis des années, hein, après tout avec les comics, ils n'hésitent pas à changer de scénariste, de Bah ouais, dessinateur, carrément, de même en reprendre cours des de série, personnages, ouais. de casser les codes. On a vraiment l'impression qu'on a Les- ce schéma. Et les BD franco-belges, on a souvent l'impression que c'est des trésors un peu patrimoine public. En Un mode, truc auquel on on touche va pas. pas ouais. changer, et, surtout que souvent ça paraît 1 an et demi ou 2 ans à chaque fois. Enfin, tellement il y a beaucoup de travail derrière et qu'on veut pas prendre de On veut risques. jamais du tout. toucher à rien, non, même des séries qui devenues un peu mineures, comme Boulet Bill maintenant, qui a été repris par Véron. Deuxième film Tu à vois. lire. C'est vraiment Franck pas Dubosc. Bah, le film le avec mec Franck change rien, Dubosc quoi. n'était. Moi j'aime bien Franck Non, Dubosc. je vais me taire parce que sinon. Sylvain, c'est le On va en critique qui a parler passé tout à sa l'heure, journée à dire Bill, c'est nul, mais j'aime bien. On a un Les gens ils sujet vont là-dessus arrêter tout à l'heure. d'écouter là. Mais Je vais défendre un film de merde par sujet. C'est monoptique, voilà. Donc Boulet Bill avec Franck Dubosc, j'ai trouvé ça pas si mal. Voilà. Et j'ai une Mais question moi c'est- vis-à-vis de. C'est quoi le titre? C'est un homme qui a tué. L'homme qui qui tue tue L'homme qui L'homme qui tue tue Lucky Luke. Est-ce que moi j'ai lu quelques tomes quand j'étais petit évidemment chez ma tante tu vois, en week-end à la campagne etc. Mais j'ai jamais été un fan hardcore effectivement de Lucky Luke. Est-ce que pour quelqu'un comme moi c'est accessible ou est-ce qu'il faut quand même un Oui, minimum oui. connaître Ah le non, truc? carrément, c'est un pur one shot, donc tu n'as même pas besoin de connaître le personnage. En D'accord, fait. ok. Même si tu connais pas le personnage, tu peux prendre la BD comme une excellente BD western. Point. Ouais, Ok. souvent Lucky Luke c'était ça. Enfin, on pouvait lire chaque tome séparément. Il y a pas Toujours, vraiment de ouais, bien continuité sûr, en il n'y a, plus, pas- il y a pas vraiment de suite. Il y a 2-3 personnages qui reviennent de temps en temps. Là, il y a un gros clin d'œil avec un personnage féminin qui revient, mais c'est pas hyper important si tu es pas au courant. Et puis de toute façon, c'est bien présenté. C'est pour ça que c'est plaisant aussi. Mais moi, le seul petit bémol que j'ai là sur la BD que j'ai trouvé génial, il y a des planches qui sont à tomber, c'est que c'est quand même très cousu de fil blanc. Quoi. Dès les premières pages, j'ai grillé en me disant ok, il va se passer ça, il va se passer ça, c'est lui le méchant, et c'est ce qui s'est passé. Après, Est-ce que ça a altéré ton plaisir de lecture? ça n'a pas altéré mon plaisir de lecture, et c'est quand même pas mal de voir que Dargo a permis quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, parce qu'après tout, c'est aussi ce qu'il faudrait faire peut-être pour Astérix qui est en train de pourrir dans des BD qui se ressemblent Je- toutes et qui sont. Je crois que le dernier est pas mal, tu l'as lu C'est toi? rigolo, C'est le moins papyrus pire de dernier, que... sympa, César, ouais. mais c'est comme ce que disait Sylvestre tout à l'heure, c'est tiède quoi. Il faudrait me foutre des auteurs qui ont un peu à qui qui on laisse s'approprient un le peu les truc, coups quoi. des franches et qui Bah, comme puissent un peu comme ce s'amuser. qui est devenu Spirou maintenant Comme en fait. disait Mathieu sur le patrimoine de rester figé dans le. Ouais, en même temps, c'est On vrai est que, par obligé de exemple, respecter, il laisse Astier faire un film qui respecte totalement les précédentes histoires d'Astérix et en même temps un petit côté moderne, un petit côté avec des vannes un peu plus ancrées dans l'époque. Je pense qu'il faudrait l'équivalent du Mission Cléopâtre En plutôt, BD, pour, ouais. en BD. C'était Ça. Ça, c'est Parce un que peu- après, ouais. c'est vrai que pour revenir sur la comparaison qu'on avait fait avec les comics, si on prend un personnage aussi mythique que Batman, je pense que les BD dont les gens se souviennent le plus aujourd'hui, c'est des BD qui ont été faites par des auteurs qui se sont réellement appropriés le Ouais, personnage à bien leur sûr. sauce, que ce soit Frank Miller dans Dark Knight Returns et Year One, que ce soit Paul Pope avec Batman à naissant qui est complètement steampunk mais qui est absolument génialissime. Et on a besoin de ça en France. Alors les auteurs Ouais, de BD qui alors, nous écoutent, faites ça. Les Faites vieux ça. Astérix, c'était la même chose. Hein. C'était les gens qui ont créé Astérix, Tintin, Mm. tout ça, ils étaient dans leur époque aussi. Hein. Il y avait quand même pas mal de références à ce qui se passait. Alors pour une comparaison, il y a l'an dernier j'avais visité les studios Peyo, donc dans la banlieue de Bruxelles, t'as la fille de Peyo, Véronique Cullifort, qui s'occupe de gérer l'héritage de son père, et donc ils produisent à la chaîne un peu des albums Des des Schtroumpfs. Schtroumpfs Mais je crois que avec. c'est le fils qui a repris, non? Ouais, Non, Thierry. C'est toujours la Thierry. fille, en tout cas Ouais. c'était la fille qui nous a accueillis et qui, Ouais, ouais, qui- mais- D'ailleurs, il faudrait il lui manque quelques figurines Schtroumpf dans sa collecte. Elle a quasiment toutes les figurines Schtroumpf, il lui en manque 3. Donc, Donc, si vous avez des Voilà. figurines, si envoyez. vous avez notamment le Schtroumpf médecin, voilà, contactez-moi. Hein, je vous dirai Contactez Pas Sylvestre, l'adresse est dans les première, liens on fera et suivre. on Ouais, c'est fera ça. un truc. Mais donc j'ai rencontré un des dessinateurs des Schtroumpfs et le mec il avait vraiment un métier absolument fou
mais tout ça pour reproduire au maximum le trait de Peyo. C'était assez fascinant de voir ça. Et il travaillait à l'ancienne, il travaillait sur papier, il travaillait pas du tout en tablette ou en. C'est pas du tout un défaut de travailler à l'ordinateur, au contraire, parce que ça permet vraiment plein de possibilités. Mais vraiment, il en parlait comme s'il avait appris un métier, dessiner du Peyo, et il le reproduisait. C'était comme ça qu'il faisait son. Mais pour les Schtroumpfs, je trouve ça un peu différent, parce que pour moi, je trouve que les nouveaux Schtroumpfs sont toujours très bien en fait. Mais de mémoire, je me trompe mais peut-être. ça reste. Ils ont commencé à bosser avec Peyo quand Peyo était en fin de vie, je crois. Ah, il y a eu un Oui, passage mais à relais. ça reste tiédasse. Il y a beaucoup d'albums qui essayent de Oui. reprendre ce que Peyo a fait. Il y a 45 000 remakes planqués Le du Schtroumpfissime, Schtroumpfissime parce c'est que clair. c'est un super album qui ont tenté d'être refaits. Ah, c'est à un moment donné, il faut passer à autre chose, passer la main et tenter des trucs un peu novateurs. Quoi. Schtroumpfer un ça peu. devrait fonctionner. Schtroumpfer en l'occurrence, merci. Schtroumpfons alors. Surtout qu'en plus on parle des Schtroumpfs alors on l'a pas dit, mais le présentateur de ce podcast est fan des Smurfs. C'est ça. Le film. J'ai Le j'ai film un avec, t-shirt Katy actuellement Perry et marqué Barney Smurf, tout à fait. J'ai toujours pas vu le deuxième film d'ailleurs, je crois. Voilà, donc envoyez vos DVD pas des fini le Schtroumpfs 2 à premier, Je crois Mathieu. que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Je crois que mon cerveau l'a effacé de ma mémoire. Je crois que t'as saigné des Ouais, yeux. c'est pas la seule chose. Ouais, c'est atroce. Voilà, mais d'ailleurs en parlant de film, il y en a un nouveau qui va arriver. On a un nouveau, mais qui est Un reboot. Un qui est reboot, encore. une adaptation de la C'est BD. un que le reboot, deuxième et s'est ça, planté. c'est de l'animation pure, si je dis pas de bêtises. Ah, ça, Oui. je ne sais pas. Et ça a une volonté de reprendre un peu plus Ça se les passe codes au de la Moyen-Âge BD et tout. que Vraiment, Bon, quoi. voilà. pour de Qui vrai. a vu Benoît Bricefer? Moi. Non. Alexandre. Si. Oh, Si, j'ai vu Ah, la Benoît chance. Bricefer. C'est la fin de je ce me- je me- podcast. Tu sais, je fais des Lucky Luke et. je fais des expériences un peu. J'ai vu Robin des Bois, Aladdin et tout. J'ai vu. On va arriver. On a un sujet sur Ok, ça. ok. On J'ai va- vu on Benoît va- Bricefer. J'adore la BD. Je trouve que c'est une BD Ça, géniale. ça commence super Ça va mal. assez loin. Et le film, tu l'as vu toi ou pas? Bah non, justement, c'est pour ça que. C'est catastrophe quoi. C'est réalisé, c'est pire qu'un téléfilm TF1. Ça a l'air très moche. Les effets spéciaux ont l'air les très effets moches. spéciaux sont immondes. Gérard Jugnot en roue libre, le gamin insupportable. Franchement, si tu lis la BD, ne regarde jamais le Ah, film. la BD elle tue. Ouais. BD elle tue. Bah, ne regarde jamais le film. C'est vrai. C'est la catastrophe. J'ai qu'une envie maintenant, c'est mater Benoît Bricefer. Ce soir, hop. On va laisser la parole à Alexandre. On va changer un peu de sujet. On reviendra tout à l'heure sur les Sur Schtroumpfé. ce qu'on appellera les plaisirs Sur le coupables au cinéma. On va aborder le domaine du jeu vidéo Oh. avec Ratchet et Clank. Alors moi je ne connais Ouais. pas. J'ai vu qu'il y avait un film qui était sorti, mais je ne connais absolument pas cet univers. Alors, Ratchet et Clank, à la base, c'est un jeu vidéo qui date, je crois, du début des années 2000. Sorti sur PlayStation Sur 2. PlayStation. J'étais pas né à l'époque. C'est une exclue PlayStation depuis le départ. Ouais. Et c'est un jeu de plateforme à la Crash Bandicoot. Tu connais Crash Bandicoot? De nom. Tu connais les jeux vidéo, Mathieu? Tu Je connais joue pas. Non, Tu je connais joue pas, Mario oui, Mario alors Ok. Mario Kart pour moi c'est le meilleur jeu du monde, mais Sur Super NES? sur toutes les consoles. Non mais voilà, tout de suite le débat, tiens, on s'engueule. Mario Kart c'est le meilleur jeu du monde. Ouais, quelle version Super NES tout le monde Je jamais sais s'en pas, moi sortir. je connais pas. Je joue. C'est tout. Et donc la série a été arrêtée depuis un moment et ils ont parlé depuis 2013 de faire un film Qu'ils ont fait. qu'ils ont fait cette année, une grosse polémique avec Qui ça, il Excuse-moi. Sony. complot. Ça vient de Sony. Sony, ouais. C'est Kevin Pardon. Munro qui réalise, Ouais. qui est connu parce qu'il avait fait une version animée à des Tortues Ninja, un truc en CGI qui est sorti. il y a Ah, en quelques 2007, années. c'est le même Ouais, réalisateur. c'est ça. Ok. Ouais. Qui était pas trop mal d'ailleurs. Il y a quelques belles scènes. Donc Sony a décidé de faire un film depuis 2013 et ils ont fait le film. Il y a une grosse polémique en France puisqu'ils n'ont pas réembauché les doubleurs français, ils ont fait venir Squeezie, qui Kevin a d'autres le Rire Jaune. Kevin le Rire Jaune, voilà. Et, Et pas- Nikos Aliagas aussi. et Nico- Le cast. Oui, Ouais, Nico- Non, ouais, Nicolas ouais. Sevegas, c'est Non, Mariage à la grecque 2, je crois. Non, qu'il les fait. Non, deux. il est là, Ouais, il est là, il est il a aussi un dans petit Ratchet rôle, et Clank, ouais. Et il y a un certain John Rachid. Ah oui, là-dedans voilà, aussi. John Voilà. Rachid. Ah non, c'est pas, Je c'est sais pas, même pas c'est qui pas sont tant ces que ce gens. soit eux, mais c'est surtout de ne pas reprendre les voix Voilà. d'origine. C'est Parce dommage. que ce qui a fait notamment polémique, c'est que donc Squeezie, qui est le fameux youtubeur de jeux vidéo, qui est d'ailleurs le plus gros youtubeur français, Très fan de la franchise. PewDiePie, apparemment voilà, s'est revendiqué comme un immense fan de Ratchet & Clank, et donc le gars qui est un immense fan ne veut pas que le doublage d'origine soit dans le jeu de film. Enfin, voilà, c'est un peu aberrant, mais bon. Et donc, cette année, je crois que c'était hier d'ailleurs, Sony a ressorti Ratchet & Clank, donc pas de Ratchet & Clank 4 ou 5, simplement un remake du premier, Je crois que c'est un basé, reboot en fait. un reboot, mais Parle basé de ça. sur le film. Ouais. Donc le scénario du jeu suit le film
qui est une adaptation du jeu. D'ailleurs, Ok. ils avaient taxé la promo là-dessus en disant qu'effectivement c'était le jeu inspiré du film, inspiré du jeu. Et là dans le jeu au début, ils disent que c'est le jeu inspiré du film, inspiré du jeu. Qui Voilà. lui-même non. Voilà, c'est très Euh, cool. Enfin, on est- C'est Nolan qui a écrit le truc de base. C'est J'en Inception, a- c'est j'en a- Inception, quoi. J'en attendais rien, parce qu'en fait, moi, Ratchet Clank, j'ai jamais joué avant, parce que j'avais pas de PlayStation simplement. Et donc j'ai téléchargé hier, et j'ai passé 2 heures hier, et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est le meilleur jeu du monde. C'est pas le meilleur jeu du monde, mais pour moi, c'est vraiment le jeu qui me manquait à moi sur PlayStation, à savoir un jeu de plateforme à la Mario, un peu cool. T'es pas dans un monde ouvert, mais les maps sont vraiment hyper grandes. T'as des armes, tu peux balancer des mines, t'as des lance-flammes, hein, des flingues. Tu peux aussi lancer ta clé à molette sur des mecs. Voilà, c'est simplement un jeu de plateforme qui est super super cool, super fun et extrêmement beau. Oui, en plus, Donc- le personnage, le duo de personnages, donc c'est Ratchet qui est un espèce de Un chat l- bizarre ouais. géant, machin, et Clank qui est un robot Un qui robot. est dans son dos, et Mhm. je crois qu'il s'échange des blagues, et en fait, les deux personnages sont assez rigolos, quoi. Il y a pas mal d'interactions avec les deux qui sont plutôt Et la marrantes. VF est comment du coup? C'est toujours Mark XVI qui double Ratchet ou ils ont filé aussi le doublage du jeu à Squeezie? Non, c'est pas le doublage du jeu à Squeezie. Donc je c'est pense Mark que XVI c'est qui a Mark repris XVI, son ouais. boulot. C'est cool. Ah ouais. Et non, effectivement, moi, je l'ai vu un petit peu jouer tout à l'heure, et ça avait l'air très beau, et ça m'a mis un peu les nerfs, parce que moi, j'ai une Xbox One, et j'aimerais bien avoir des jeux comme ça sur Xbox One, mais voilà, c'est Bah, c'est ouais. réservé à la PlayStation. Ah, du coup, il n'y a pas Mario Kart dans le truc. Mais il y a Mais- tu as des parties apparemment de course. Ah bon? Bah oui. Ah, je suis t'as- pas t'as- encore t'as- sûr. Je suis Ouais, pas il y a encore des arrivé séquences là. de vol avec des petits avions. Des Je suis trucs. pas encore arrivé à là, je viens de récupérer un overboard. Donc Non, Voilà. on va arrêter le podcast et puis on va se mettre aux jeux Allez. vidéo. On va mettre Mathieu, on va regarder comment il se démerde avec un overboard. Et bah du coup, Jean-Victor va pouvoir nous parler d'un autre jeu vidéo. Bah, The je Division. vais pas en parler tout seul parce qu'on est plusieurs à y jouer. The Division, qui est donc le dernier gros carton de Ubisoft, et ça leur fait du bien puisque. Je savais pas qu'ils avaient sorti un nouvel album. Ah là, il l'a sorti tout à l'heure sa blague. Voilà. On va passer là-dessus. Donc c'est Tom Clancy's The Division. C'est encore une fois soi-disant inspiré des récits de Tom Clancy. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bref. Je crois que pour le coup, c'est vraiment un prête-nom. Il a pas Oui, écrit c'est- quoi que ce soit. Oui, Ah, c'est mais pas mettre un la bouquin. marque La question, avec, c'est pas un bouquin. Mais il y a une espèce de. C'est une marque en fait. Il y a marqué Ouais. Tom Clancy's apostrophe S. C'est The pour dire qu'il y a des Division. guns et que ça va être Il est, sérieux. il est mort il y a, de toute façon, il y a plusieurs années. Et c'est un trust qui gère s'occupe le de truc, mettre ouais. sa marque sur n'importe quel produit avec un M16 et des communistes à flinguer, je crois. Et non, Ou des C'est islamistes. un beau résumé. On Non, aime mais bien- les- Ah non, et justement là, c'est plus des islamistes, c'est notamment un des trucs qui a un petit peu fait polémique. Ni des avec, communistes. ni des Non. communistes. C'est quoi alors? L'histoire du jeu, elle est simple, mais elle est bien. En fait, il y a un virus qui se répand à New York par les billets de banque, et la ville se retrouve. Bon, ça le fait marrer. Et la ville se retrouve en quarantaine, en fait, et donc le joueur incarne un membre de la division, qui est une espèce d'unité d'élite qui est là en cas d'extrême bordel, et ça tombe bien, c'est l'extrême bordel. Et donc on descend dans la rue, et faut essayer de reprendre le contrôle de la ville qui est en proie à des espèces de ministres pas possibles, etc. Et ça a notamment fait beaucoup polémique aux États-Unis parce que les critiques trouvaient que c'était choquant de voir des gens tirer sur d'autres gens dans New York. Parce que Américains, quand d'accord. tu vas niquer des islamistes à tour de bras dans Call of Duty, ça ne dérange personne, mais dans The Division et que tu tues sur des Américains, bah, forcément c'est. Enfin, c'est pas le premier jeu vidéo qui fait du shooting dans les villes américaines. Enfin, Non, mais là, après, là c'est ça a des créé une fictifs, polémique, quoi. Donc je sais pas pourquoi, bref. Et alors c'est un jeu très bizarre parce que c'est un third person shooter, donc à la vue derrière le personnage à la troisième personne, mais en matinée de MMORPG, donc vous devez monter des points d'expérience. Et ça se joue en ligne sur des serveurs en multijoueur. Tu peux jouer tout seul. Tu peux jouer tout seul, mais tu croises quand même d'autres joueurs, et c'est bien de coopérer parce que sinon tu te fais chier déjà. Parce que tout seul, ça n'a pas grand intérêt, je trouve, et c'est justement quand tu coopères avec des amis que ça devient rigolo. Et parce que en fait, il y a plein de missions, notamment des espèces d'instances, de donjons avec des ennemis plus forts, etc. Où il faut être à plusieurs, sinon tu te fais rétamer la tronche. Et donc non, moi j'ai trouvé ça, je suis pas du tout celui qui est le plus joué autour de cette table, mais moi j'ai trouvé ça pas mal justement parce que l'univers en fait, ça change un petit peu de ce genre de jeu à chaque fois. On va voyager au Moyen-Orient, etc. Et là on a un espèce de New York qui est pas trop mal reconstitué, qui est un peu post-apo, en ruine, et donc on se balade là-dedans et c'est plutôt joli. Et donc l'ambiance un peu neigeuse et un peu sale est plutôt sympa, et le côté effectivement multijoueur, c'est un peu bizarre parce que par exemple c'est un jeu de shoot, mais quand on met une balle dans la tête d'un adversaire, en fait, ça le tue pas parce qu'il a des points de vie, ça fait tomber les points de vie. Enfin, ça a vraiment des mécaniques de pur RPG qui sont un peu déroutantes au premier abord pour ce type de jeu. Mais en fin de compte, je trouve que le mélange marche plutôt bien. Et puis la coop, c'est cool, n'est-ce pas, les frères Loss? Bah ouais, nous on doit être quoi, aux deux tiers Ouais, de on est l'histoire à nous, on est peu près. près aux 2 tiers du jeu. Moi, je le trouve un tout petit peu répétitif en solo. En fait, c'est super intéressant En au solo, début. c'est chiant. Effectivement, New York, c'est très très joli, la neige, tout ça, les décors, tout ça. Mais c'est un jeu à la Ubisoft, un peu à la Assassin's Creed dans la manière de Ah bah il y faire a des ses missions. mécaniques, ouais, que tu retrouves à chaque fois. Les chez eux. mécaniques sont les mêmes, et du coup, quand tu joues en solo, bah,
Tu libères un quartier, tu fais toutes les petites missions annexes d'un quartier, et le quartier suivant, les missions sont les mêmes, le décor change un petit peu, mais c'est toujours pareil, libérer des otages, remonter sur un toit pour rebrancher des antennes, faire un truc en sous-sol dans le métro, et c'est toujours un peu pareil. Mais ouais, en coop, c'est mortel, on s'éclate bien. Parce que justement, le but c'est vraiment de. Je crois que la difficulté dans les instances notamment est adaptée au nombre de joueurs, donc tout de suite il faut vraiment travailler avec ses coéquipiers, à changer de couverture, à couvrir les uns les autres. Et, y a un... Ouais, et puis les décors sont très bossés, donc du coup tu peux vite. Il y en a vite un qui peut rester en dessous, l'autre qui peut monter, sniper dans les étages. Il y a plein de choses à faire, c'est vraiment bien pensé pour la coop. Et du coup, c'est un gros hit enfin, ça semble être un gros. Ah, c'est un immense hit carton, de c'est de le l'année. premier des ventes depuis un mois, et en fait ça fait du bien à Ubisoft parce que comme ils sont en train de se prendre l'OPA de notre ami Vincent Bolloré, et qu'ils doivent prouver qu'ils sont quand même forts économiquement, le succès d'un jeu comme ça pour eux c'est tout bénef, quoi. Et du coup, par rapport aux anciens titres, au Call of Duty, à tout ça, est-ce que c'est vraiment novateur, Il y a rigolo, l'aspect intéressant MMORPG qui est très bizarre en fait dans ce type de jeu parce que c'est un jeu de shoot à la base. D'habitude, les jeux de shoot, c'est des trucs resserrés où on tue des gens et basta. Là, il y a vraiment le côté on monte en expérience, on gagne de l'équipement pour son personnage. Donc, le but, c'est aussi d'avoir le meilleur équipement possible. Et il y a notamment un truc qui est très rigolo au milieu du jeu sur la carte qui s'appelle la Dark Zone, qui est vraiment une zone en quarantaine resserrée. Et quand on rentre dans cette zone-là, on peut tirer sur les autres joueurs. Donc, là, ça peut impliquer une espèce Spoiler. de compétition. Et il y a tout un truc en fait, dans cette zone-là où il y a des ennemis super forts qu'il faut être plusieurs à tuer. Et quand on les tue, on récupère de l'équipement, mais qu'on peut se faire voler par les autres joueurs. Donc il y a une espèce d'esprit de compétition. Et sachant qu'en plus, quand tu récupères des objets dans cette zone-là, il faut les emmener des hélicoptères pour les décontaminer avant de sortir de la zone. Enfin, il y a toute une mécanique qui peut être assez perverse. Alors Ubisoft se trouve un peu comme des cons face à ça, parce qu'en fait, les joueurs s'entraident vachement. Ils pensaient que ce serait un carnage, que tout le monde se tirerait la bourre et que ce serait des jeux de pute absolus. Et en fait, pas tant que ça, les joueurs sont Moi, assez cléments. j'ai fait pas mal de Dark Zone. Et en effet, je me suis fait shooter 2-3 fois par des mecs, mais globalement, à chaque fois, je fais équipe avec des joueurs que je ne connais pas, avec qui je joue même pas vraiment dans la partie. Je les rejoins juste dans la Dark Zone. Et personne se tire dessus, quoi. Et oui, c'est ça l'Amérique. C'est ça qui est beau. C'est beau, ouais, c'est une forme de solidarité. Non, c'est cool à jouer, cette Dark Zone. Ce qui est intéressant, je trouve aussi dans le jeu, c'est que tu peux finalement passer en un clic quasiment du jeu solo au jeu multijoueur. Puisque tu fais tes petites missions tout seul en solo. Pour Il y a augmenter des ton hubs niveau, quoi. de communauté où tu peux t'allier avec des gens qui sont des joueurs connectés si tu as envie pour faire une mission à plusieurs. Mais sinon, tu fais ton petit truc dans ton coin et puis tu passes dans la Dark Zone. Et là, ça devient effectivement une espèce de du PVP, donc des joueurs contre des joueurs normalement, avec aussi des méchants Géré par ordinateur. virtuels c'est gérés très par fort. voilà. Et donc, mais effectivement, c'est vrai que maintenant que tu le dis, chaque fois que, même moi d'ailleurs, spontanément, quand je croise d'autres joueurs, j'ai envie de m'allier avec eux. Ouais, parce que j'ai- c'est beaucoup plus fun. Ça me ouais. traverse. C'est Pas- beaucoup d'amour. quoi, en Ouais, fait. c'est ça. beau. Il se passe quelque On chose. s'allie ensemble à New York et donc voilà, moi je le conseille vraiment s'aime. le jeu à tous les gens qui jouent avec des potes, qui ont un petit groupe d'amis avec qui ils aiment jouer ensemble. C'est typiquement le genre de jeu avec une histoire où vous faites une progression ensemble et c'est hyper sympa, quoi. Super. Voilà. Très bien. Donc tout le monde recommande fortement ce jeu. Ouais. Ouais, carrément. Super. On va passer à un sujet que nous a amené Sylvestre. C'est Oh. quand même l'invité de l'émission. Ah, donc oui, on va lui laisser Sylvestre. la parole. Bonjour Sylvestre. Alors les Alors, enfants, c'est Alors, un vous êtes comment fan de ça va Daredevil. aujourd'hui? Ça s'appelle, je ne connais absolument pas ce film, ça s'appelle Star Wars Rogue One. Star Wars. Qu'est-ce Wars. que c'est que ce C'est truc la guerre de les étoiles. Ça- ce sujet part d'une colère. Oh. Oh. Ouais. Alors après avoir Sylvestre défendu, est fâché. après avoir défendu suis Boulet colère. Bill et Je Daredevil, suis il va dénonciation. défoncer Star Wars. J'ai l'impression qu'on n'est pas assez excité sur Rogue One. C'est vrai. Ah, C'est ouais. vrai. J'ai c'est vrai, l'impression, c'est vrai. j'ai l'impression vrai. Moi j'ai l'impression que qu'on l'est trop, mais Tape-le. Tape qu'on Jean-Luc. est trop. Fight. Bah, c'est intéressant. Donc il y a eu la première bande-annonce la semaine dernière, voilà. On l'a vu, on l'a regardé, on a aimé, et donc là, Next. 3 jours plus tard, tout le monde s'en fout un peu. Jean-Victor, tu Bah, allais tout le monde dire s'en fout un quelque peu chose. parce que bon, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que moi Star Wars ça a tendance vite à me gonfler maintenant parce que je trouve que les gens ont tendance à péter un câble sur le moindre truc avec un sabre laser. Alors, Quoi? Non. Voilà. Alors ça fait 30 ans que ça existe. Par exemple. voilà. Mais après, est-ce que ça provient peut-être pas d'une petite déception vis-à-vis du trailer, non? Je sais pas.
Non, Je trouve la bande-annonce vraiment magnifique. Je la trouve mais elle est très bien. vraiment, une Il y a fois plein de choses intéressantes. je la trouve vraiment, je trouve que c'est vraiment un modèle de montage et d'excitation avec Non, c'est une très bien. économie de plan assez dingue. Bon, évidemment, parce que le film n'est pas terminé, tout ça, donc ils sont obligés. On le précise, il sort en décembre. Il sort en décembre, un an après l'épisode 7, et je pensais pas, c'était vraiment le syndrome, comme toi, j'en avais un peu ras-le-bol de Star Wars, je me suis dit bon c'est bon, l'épisode 7 est sorti, on Il y en a a un peu parlé, ça aussi. etc. Voilà, il y a une espèce de ras-le-bol, Et ça va être de pire en pire. et je trouve que cette bande-annonce, je trouve qu'elle Non, mais c'est remet parce que les je choses pense sur la que c'est table, et- Doctor Strange qui lui a coupé l'herbe sur le pied. Voilà, il y a un peu la calmons-nous. Tellement de Non, mais choses en même temps. il y a clairement ça. Ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on vit sous perfusion avec Star Wars 7. On passe déjà quasiment au 8 parce que fatalement c'est quand même la suite directe. Et on attend aussi Rogue One qui pour le coup est un projet qui perso m'excite largement plus que les 3 derniers, enfin la nouvelle trilogie en tout cas. Mais vrai aussi. on est dans une espèce de continuité, c'est-à-dire qu'à peine là on reparle encore aujourd'hui à l'heure où on enregistre, c'est la sortie du DVD, enfin De Star Wars 7, ouais. de la sortie vidéo, donc voilà, on est encore dans l'actualité du set, hop, on enchaîne sur Rogue One, et du coup, il y a peut-être moins d'accroche par rapport à la franchise globale Alors, sur Rogue One. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais Marvel sort un trailer d'un nouveau film tous les 3 mois et tout le monde est toujours hyper excité. Pourquoi est-ce que là ça retombe? Ouais, mais non, mais là, chez Marvel, t'as les mêmes acteurs, t'as les mêmes têtes d'affiche, t'as tout ça. Donc, les gens qui ont aimé Captain America 2 vont tout de suite accrocher, en tout cas, s'identifier sur le 3, etc. Et puis ils essayent pas de faire des films différents, Marvel. Quand tu vois la bande-annonce de Doctor Strange, j'avais déjà oublié, j'ai l'impression de voir à la fin ils auraient pu mettre tous les films Marvel à la place de Doctor Strange. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, Rogue One, encore une fois, reproduit l'épisode 4 de Star Wars, Un Nouvel Espoir, Oui. ce qui a été un des principaux reproches, d'après ce que je vois, de l'épisode 7, ça a été c'est un copier-coller de l'épisode 4, et là pour le coup c'est un préquel de l'épisode 4, on reste encore Ouais, on mais va t'es vendre un toujours truc dans le même domaine, en fait. du truc. C'est quand même un truc extrêmement familier. Je pense que c'est ça aussi. Enfin, moi, c'est un peu l'effet en fait que me produit Star Wars quand je vois notamment un trailer comme ça qui effectivement essaie de raconter quelque chose qu'on n'a pas forcément vu dans cet univers. Sans aucun sabre laser. je dois le Oui, préciser. mais quand même l'esthétique, on la connaît. C'est-à-dire que c'est les mêmes Stormtroopers qu'il y a 30 ans, c'est les mêmes AT-AT. Alors, c'est cool, hein, je comprends que ça fasse fantasmer des gens, mais c'est juste, on est tellement, enfin, c'est tellement familier qu'on. La problématique, c'est que du coup, les films Star Wars deviennent du merchandising. C'est-à-dire qu'on a X statuettes chez soi, on aura bientôt X en a ici, DVD d'ailleurs. des films. Non. On est Tu cerné me par les diras, c'est statuettes. pas nouveau. Mais oui, mais je crois largement en Rogue One quand je le verrai. Mais c'est vrai que du coup, la bande annonce, en plus, elle est sortie. Enfin, ils ont fait un teaser 24 heures avant, mais du coup, il y a plus vraiment. Elle était un peu bombardée. Je crois que c'était un lundi, un truc comme ça, mais elle a été un peu lancée. Sans trop qu'on sache Ouais. pourquoi, peut-être avant le CinemaCon ou je sais Ouais, pas parce quoi. qu'on mais, s'attendait à ce qu'elle soit révélée à la Star Wars Celebration cet été. Ouais, et du coup, non, mais après, voilà, c'est un parfait exemple de montage, c'est une très très bonne annonce. Effectivement, ça retombe assez à plat, mais je fais confiance à Disney aussi pour avoir calibré sa campagne de promo et faire en sorte que ça monte dans les mois à venir. Moi, ce qui me saoule un peu peut-être avec ce trailer, c'est qu'il regroupe quand même quelques gimmicks qu'on trouve en ce moment à Hollywood, notamment de prendre on a plein de reboots de suite qui arrivent, de trucs un peu nostalgiques. Et à chaque fois, on l'a eu pour Jurassic World, on l'a eu pour Ghostbusters, et la rebelote, on se tape le thème super connu au piano en mode un petit peu nostalgique, etc., Oui, mais mélancolique. c'est un marqueur. C'est comme ça aussi que tu rentres dans l'univers Star Ouais, mais Wars. c'est ce qui une fait que espèce tu vois le truc, tu le connais, enfin tu vois. C'est un gros pari, hein, Rogue One, quand même. Comment arriver à refaire un film justement quasiment de 77, enfin, en tout cas dans l'esthétique, dans Star Wars Un Nouvel Espoir. Comment arriver à placer une pièce dans un puzzle qui est déjà quasiment entièrement fait, quoi. Après, c'est peut-être aussi le truc du trailer, c'est que ça. Pour l'instant, on voit peut-être pas peut-être que ce sera un film très différent des précédents Star Wars, mais de ce que montre le trailer, bon, on voit un petit truc un peu différent, mais c'est pas, ça a pas l'air révolutionnaire, quoi. Non, vas-y, Sylvestre. Non, ce que j'aimais aussi, c'était le casting. De prendre, on a de nouveau une héroïne. Avec Felicity Jones. Ouais. Felicity Jones, qui a l'air effectivement super. Il y a Ben Mendelsohn qui fait l'amiral impérial, qui est un acteur que personnellement j'adore. Dès qu'il apparaît, c'est vraiment un acteur que je trouve génial, qui a un air un peu de Peter Cushing là-dedans. Donc
c'est encore plus formidable. Il y a juste un truc qui me gêne dedans, c'est que tu as Diego Luna qui ressemble beaucoup à Yvan Attal là-dedans. Donc, non, mais chaque fois que je revois la bande-annonce, je trouve ça, coup, moi, c'est génial, tout d'un coup, dès qu'on le voit, c'est Yvan Attal. Ouais, merde. pour une fois, j'ai vu Diego Luna grandir, c'est-à-dire que dans ces films précédents, je le reconnaissais. Là, je l'ai pas reconnu tout de suite, je me suis dit, putain, il a pris un peu, enfin, c'est plus... Yvan Attal ou Diego Luna, je comprends plus. Il a pris un peu. Alors peut-être que la bande-annonce ne montre pas Yvan Attal, la bande-annonce cache aussi des choses, il y a encore beaucoup de choses à Il y a explorer. Il y a Ouais, encore ouais, beaucoup de sur choses, Rogue One. mais à travers Rogue One aussi, je sais pas si vous aviez entendu parler de la série télé avortée Star Wars 1313, Ouais. 1313, je sais pas, c'était ça. C'était pas un jeu. 13-13, c'était un jeu vidéo. C'était un jeu vidéo, mais ils C'était voulaient un le faire aussi c'était un jeu vidéo. en série télé avec. La série, c'était pas Il y Undercover, avait un une truc comme série ça. live. La série- Underworld ou- Ouais, c'était Underworld, la série Non, télé. c'était ça. Elle devait, elle devait se passer entre le 3 et le 4. Entre 3 et 4, ouais. Et c'est cette espèce d'un peu d'à côté de Star Wars et d'être dans le milieu un peu des chasseurs de primes et des mercenaires et tout ça, qu'on peut traduire en anglais par Rogue. C'est quelque chose que je trouve que c'est une bonne idée pour faire. Après, je trouve que le défaut de ce truc-là, c'est que ça tue un peu le côté événementiel de Star Wars. Ah bah, C'est que d'un oui, coup, voilà, on complètement. en aura un par an et voilà. Et c'est comme les Marvel. Après tout, on voit ça comme tu disais, Alex. Que Non, puis Marvel, Ouais, ça comme série télé. on a aussi vu ça parce que Marvel, on en a un peu blasé. Enfin, tout le monde va les Tout à voir, fait. mais t'as plus l'excitation maintenant quand tu vas voir Captain America 3 que t'avais à l'époque où t'allais voir Avengers, quoi. Exactement. Ah, c'est sûr. Après, il y a un joli pari justement de refaire quelque chose de différent dans Rogue One. On a vu que Star Wars 7, c'est quand même effectivement des recettes copiées sur les précédents. Est-ce que Rogue One sera différent? Est-ce que Gareth Edwards va apporter une touche, une patte esthétique différente? Est-ce qu'on aura un Rogue One 2, Rogue One 3? Je ne sais pas. Oui, parce enfin, je suis pas le plus au point sur le sujet, mais si j'ai bien compris, il y a des rumeurs comme quoi finalement il ferait peut-être aussi une franchise avec ce personnage-là à côté. Enfin, c'est Marc le Qui spécialiste. serait décevant. Tout, Mais... tout le monde me regarde comme si j'avais des infos là-dessus. Ton site s'appelle Clone Web en Chronologiquement, dans référence à l'univers l'attaque Star des Wars, clones. c'est compliqué, hein, parce que normalement le film va se terminer sur la princesse Leia qui fout les plans dans R2D2 et du coup on enchaîne avec l'épisode 4. Donc Spoiler. Oh là là, spoiler, 6 mois avant, quoi. Alors, du coup, ouais, chronologiquement, c'est compliqué. Après, si les mecs ne meurent pas à la fin, ils peuvent leur faire vivre des aventures en parallèle de l'épisode 4, en parallèle de l'épisode 5, et on peut continuer comme ça un peu indéfiniment. D'autant que, j'ai envie de la placer depuis le début, mais on est tous d'accord que le personnage de Felicity Jones, c'est la mère de Rey, donc il faut qu'elle survive. Spoiler. Mais il faut qu'elle Thé- survive le théorie. plus longtemps possible. Du coup, elle peut vivre de Théorie, nouvelles aventures. théorie, Mais J.J. hypothèse. Abrams aurait dit que finalement hier Oui. que C'est la Rey fausse ne piste. voit pas ses parents dans. Peut-être qu'on peut l'épisode voir sa 7. mère et pas ses parents, tu vois. Enfin, Oui, après, elle voit pas ses parents ensemble, mais bon. On est ça d'accord que semble c'est quand Luke même- Skywalker, le père de. Enfin, on est d'accord, je dis ça, j'en sais rien. Non, en fait, c'est ça rien se en voit, fait. ça. Mais... Ouais. Bah, justement, la déclaration d'Abrams, en fait, ça allait contre ça. Ouais, Abrams Ah, avait l'air de dire que c'était pas ça. En mais même temps, en- c'est pas l'enjeu, on s'en fout un peu. Oui, on s'en Ah oui, fout. en soi, c'est- sur Rogue One, on peut tout à fait avoir l'héroïne qui vit enfin, un gang de mercenaires qui vit de nouvelles aventures en parallèle. Je dis des bêtises, mais de la première trilogie, enfin, Ouais, ou après- après, tu vois. Enfin, Oui, je sais oui, pas, bien sûr, ça peut continuer en parallèle pendant un moment. Après, moi, j'ose imaginer que Lucasfilm va vouloir d'abord raconter les aventures de Han Solo, le troisième film. Comment tu dis Moi, je dis Yann Solo. C'est la Ouais. version. Tu dis Yann Solo Ouais. Bah oui, Ah, la- mais Solo. c'est la vieille version La française. vieille- Bah oui, mais parce la qu'il est tu breton, à la là-bas base. aussi. Je Quand suis- tu je vas- sais, quand je tu vas suis chez vieux, Chewbacca. moi, hein. Mais Il c'est dit pas une CPO, raison. Je Tu dis- dis pas je dis- 6PO. je tu dis dis ZSPO. ZSPO. Oui, mais non, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ça tombe sous C'est comme la Yvan loi, Attal, tu c'est le pas sais. possible. Tu ne peux pas dire Yann Solo. Si, je dis Yann Solo. Mais non, mais Yann Mais Solo, on a Han l'impression Solo. qu'il va vendre des crêpes à Montparnasse. C'est Yann Solo. Kenavo. Non, mais non. Tu dis Han Solo ou tu t'en vas. Han Solo, donc. Le troisième film solo, justement, sur probablement Boba Fett, voilà, si les rumeurs sont vraies. Donc faire un Rogue One 2 ou un Rogue 2 ou un Rogue 3 sur... Pourquoi pas, mais il y a tellement de choses à faire avant. Et je pense que dans la tête de Kathleen Kennedy, il y a d'autres projets avant ça. C'est peut-être pour ça que l'attention des gens tombe finalement assez vite, parce qu'ils disent c'est Rogue One, ouais, donc c'est un petit peu le truc à côté. Peut-être qu'on attend aussi de voir un peu plus d'infos et d'images sur le film pour vraiment être captivé, quoi. Moi, il y a une partie de moi qui est plus excitée par Rogue One, justement parce que Grave. c'est quelque chose d'à côté et que j'ai toujours été fan de prendre un univers et d'en faire un truc complètement décalé. Prendre un tout petit bout de cet univers-là et tu Ça vois. a été un des clés du succès de Star Wars, c'est justement l'appropriation par les fans de justement de pouvoir mettre leur truc et de Ouais, C'est c'est là, ça, dans l'univers. c'est là où le duo qui a fait le film Lego quand même peut apporter à Han Solo peut-être une patte assez différente. Ouais, Ça, ouais, ça pourrait être très clairement. drôle d'avoir un film littéralement fun et totalement détaché des enjeux de Star Je sais Wars. pas Ça si s'appelle pour- Les Gardiens de la Galaxie, en fait. Voilà.
Ouais, ok. Je sais pas s'ils auront justement la possibilité d'avoir une liberté de ton et de faire un film. Oui, c'est ça Aussi aussi. débridé. Moi, que je veux 20. Will Ferrell dans le film, mais c'est Là, tout. là où ça va être, Ah, là où ça va être génial. déçu. Will Ferrell dans un Star Wars. Après, ils vont à Tal. Je signe. Après, ils vont attendre. Kev Adams dans Star Wars. Ah la vache. À la 2. là où ça va être compliqué pour le film Yann Solo, c'est Han Solo, pardon, Oula, on a un pas problème Yann ici. Solo. C'est que ils doivent quand même revenir au personnage de Harrison Ford tel qu'il est dans l'épisode 4, alors qu'avec les personnages de Rogue One, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Moi, Après, ce après que- ça dépend, il a quel âge Han Solo dans l'épisode 4? une petite trentaine. Ouais, bah tu Ouais, peux le faire personnage 25 ans et galactique, faire on plein sait de pas choses. trop. Le personnage est déjà assez fun en lui-même. Enfin, après, je cherche pas non plus à avoir une comédie pure, hein, mais Ils ont officialisé l'acteur ou pas encore? On parle beaucoup d'Aden Ehrenreich. qui était dans le dernier film des frères Cohen. Anne Reich, qui jouait l'acteur cowboy dans Ave César. Et le héros de Sublime Créature. Alors, je sais Ah, What oh là, tout le monde me regarde avec Non, un- on l'a vu, mais je me rappelle pas. un truc, putain, je m'en un souviens plus de ce sous truc. Twilight, Le blond, avec des Jeremy sorcières, Irons, ouais. des sorcières. Oh merde, oui, ça y est, je Tu l'ai. te souviens? Mais oui, ça tu va, sais, C'est passé à la Nouvelle-Orléans, c'était horrible. C'est un film que Sylvain va Non. vouloir réhabiliter en Alors, 3 secondes. justement, j'aimerais réhabiliter Sublime Créature. Est-ce que c'est de dans ce son- film où il y a une scène dans une espèce de verrière avec plein de plantes, ils s'embrassent et il y a un arc-en-ciel qui apparaît derrière eux? Ça paraît super joli quand tu racontes ça. C'est beau. Sans doute, sans doute. Peut-être, on sait pas, mais c'est poétique. Ça pourrait être un bon sujet, ça, les sous Twilight, à travers. bah, on ils va- ont on un va- paquet, on va hein. quasiment- Je pense qu'on peut y aller. hein. On va Voilà. quasiment Tous vu. passer à ça. Du coup, j'en profite parce que la transition est parfaite. On voulait prendre quelques minutes pour parler des plaisirs coupables au cinéma. Alors, Défini plaisir coupable. plaisir coupable. C'est les films où en fait le divertissement prime sur la qualité du film. C'est-à-dire qu'on va aller voir plus pour s'amuser, parce que le cinéma c'est aussi ça, hein, on peut s'amuser, plus que pour chercher une qualité. Je vous donne un Sachant que exemple. c'est parfois au second degré. Tout à fait. Je vous donne un exemple. Le week-end dernier, certains d'entre nous ont été voir Les Visiteurs 3. Oui, mais alors Et ça, c'est quand certains même un d'entre petit nous, problème. et certains d'entre nous ont été voir Gods of Egypt. Deux films, on n'a C'est pas pas pareil. franchement été pour chercher le film de l'année. Est-ce si vous que voyez ce je veux dire. est-ce que tu t'es marré devant Les Visiteurs 3? Non, la problématique. Voilà. c'est que- Alors, mais- Fin non, du mais- débat, merci, au Non revoir. mais Alexandre pose la bonne question en fait, parce que toute la problématique elle est là. Quand tu vas voir La Chute de Londres, que moi j'ai vu dans... Qu'on a voilà, vu, oui. Oh, qu'on a vu tous yeah. ensemble. Ah, la chance. La Chute de Londres, t'as des Retour au guns, Kurdistan. des phrases, des explosions, tu vois, t'as C'est tout un tas de raciste, critères c'est cool, qui font que à un moment donné, tu peux peut-être trouver un semblant de qualité au film. Je mime un truc en plus, vous le voyez pas. Ouais, c'est il fait un passionnant. truc avec sa main très bizarre. Les Visiteurs 3, tu sais que ça va être vraiment nul et que tu vas pas te marrer. Alors, Alors, du il y a coup, un tu effet vas de... pour l'expérience. Il y a un mais effet pas de pour le bande hein, plaisir. derrière. Non, mais il y a, Pour te il y a un prendre effet le de groupe, cinéma c'est-à-dire français en si, pleine si tu tronche. veux, c'est Vous l'idée parlez d'un d'aller- club échangiste là, tu sais, tu vas à l'expérience, pour le plaisir, l'effet de groupe. On Il y a est un peu, très un peu proche ça. sur Clone Wars. T'échanges pas grand-chose malheureusement. Devant les visiteurs mais- 3, je pense que c'est un peu la même sensation par moment. Mais... Non mais c'est pareil, tu vois, on rattrape, on a tous la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça. Des fois, on a tous, certains d'entre vous ont rattrapé Aladdin par exemple. Non. Qui... Ah, tiens, vas-y, Alex, parle-nous de ton expérience devant Aladdin. Est-ce que c'était coupable ou est-ce que c'était juste horrible? C'était plus par curiosité, en fait. Tu réponds pas à la question. Oui, tu réponds pas à la question. Euh, Quel a été ton ressenti? Tu vas peut-être réhabiliter Aladdin comme mon Sylvestre ressenti? a Non, réhabilité en fait, Oulé. mon ressenti, je m'attendais à voir quelque chose pire que Robin des Bois avec Max C'est un Boublil, des pires trucs qu'on a que vu j'ai vu aussi. récemment. Ça, c'est vraiment horrible. qui est horrible. vraiment horrible. Robin des horrible. Bois avec Je pose la question Max très sincèrement. hein, Robin parce des Bois, que- sincèrement, c'est atroce. C'est raciste, c'est misogyne. Ça a l'air super. Ça a l'air super dit comme ça. Ça a l'air Mais génial. non, non, c'est vraiment pas drôle. C'est des blagues de bas étage. Il y a Matt Pokora à la fin. Spoiler. Non mais tu vois, sur ce Alors sur ce que- genre de truc, on peut se dire ça pourrait être rigolo de se le mater tous ensemble. Donc il y a peut-être un effet quand même Mais de groupe où se dire à pour- plusieurs on est plus fort. Pour revenir sur Aladdin, après on reviendra à ton sujet. Pour revenir sur Aladdin, tu sens, quand tu vois le film, c'est nul, tu te fais chier, mais les mecs ils y croient. Ils ont envie de faire leur mission Cléopâtre. Alors ils y arrivent jamais, pas une seule fois, mais il y a quand même un petit peu d'honnêteté. Bah, nous, c'est ce qu'on a ressenti il y Donc, a une semaine devant oui, Gods of voilà, Egypt, il y a un peu de ça. Gods of Egypt, on y allait en disant bon, ça va être pourri, ça va être des fonds verts dégueulasses, etc. On a eu les fonds verts dégueulasses, on a eu le Et casting, c'était pourri. le casting qui joue mal et c'est Et nul. le racisme. Et le racisme. Un petit peu, Un ouais. petit peu, ouais. Bah, notamment Chadwick Boseman, il a un rôle en plus un petit peu efféminé, donc c'est la totale. Mais en fait, ce qui est terrible devant un film comme ça, c'est que moi je trouve pas ça tant nanardesque que ça, parce que tu vois un type qui y croit à mort et je trouve pas que le film soit drôle en fait. Alex Proyas défendait son film corps et âme. Ah, notamment mais sur ça les sent, réseaux ça sociaux. que devant Gods of Egypt, tu sens le type qui veut faire un putain de film d'aventure avec des décors de malade, avec des grosses scènes d'action, etc. C'est juste que ça ne marche jamais. Donc bon, au moins tu accordes au type le mérite d'avoir essayé. Mais pour revenir sur la question du plaisir coupable, en fait, ce qui est terrible, c'est que la frontière, je pense qu'elle est très fine. Avec Alex, nous, on a été
jadis fan de Twilight. On l'avoue On aujourd'hui. les a tous vus. On les a On tous va vus. couper. C'est Beaucoup lequel de- C'est- Avec beaucoup de bière. hein. C'est lequel pour vous le meilleur de Twilight? Ah, ça, c'est un grand débat. Parce que moi je les ai vus 3 fois. À quel moment Ah, tiens, En on a fait, un DVD dis-nous pour toi. tous. Steve. En fait, j'ai le Blu-ray de- Je les ai vus Blu-ray, là. séparément. Et ensuite, à la sortie de l'avant-dernier, on a fait un marathon Twilight. On s'est tous Avec qui enchaînés. dénonce. Un certain Yerim S, s'il nous écoute. Voilà, je ne Ok. citerai pas son nom parce que c'est une personne très exposée. Et après, tout le monde s'en foutait vraiment. C'était un peu terrifiant. Et à la sortie du dernier, on a refait un autre marathon Twilight. Donc j'ai revu encore Mais- Twilight. Et on a une super idée pendant le marathon Twilight, c'est de faire un spin-off sur le père de Bella, qui est le shérif. avec sa le moustache. shérif. Avec la moustache. Ouais, ouais. et ben c'est un acteur génial. C'est vrai. Comment s'appelle-t-il, mon Dieu, je n'ai plus son nom. Je ne sais plus. On ne l'a pas, mais Voilà. on va dire C'était le le monsieur à méchant moustache. de Hell Driver avec Nicolas Cage, ce grand Autre film grand film. sous-estimé. Voilà, on reste un peu dans le même dans le Je savais même, qu'à un moment on parlerait de Nicolas paradigme. Cage, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore de Nicolas Cage. Ouais, parce que la chevelure de Nicolas Cage, c'est un plaisir coupable à elle seule. J'interrompais là-dessus, mais pour dire que je suis très au courant de Twilight, parce qu'à une époque c'était quand même c'était Ah quand bah, même, carton, tu pouvais pas ouvrir internet sans Alors, sans avoir Twilight. pas- alors des films qu'aujourd'hui, tout le monde meilleurs. s'en fout. Par meilleur, tu veux dire genre qualitativement parlant, genre le moins Enfin, pire, objectivement le moins pire Ou ou le film le plus fun. celui où vraiment Celui- tu te marres. Celui que tu préfères, c'est tout. Celui que je pense que c'est le dernier avec 4-5, c'est costaud. ouais. Ah avec ouais, le coupage de tête. X-Men, c'était X-Men hein, le Ouais, dernier. c'est C'était ça, Twilight, le l'affrontement coupage de final. tête, la baston, et puis hop, en fait, c'était un rêve. Mais non, mais c'est assez dur parce que. Oh, Tu te souviens spoiler. Ça, bah, bien sûr, oui. Spoiler. Comment On peut oublier, spoiler Twilight, je c'est- pense que. Ouais, je Il y a, il y a pense que c'est prescription. Non, mais parce que en fait, je reparlais de Twilight parce qu'avec Alex, à l'époque du premier film, je me souviens, on a notamment maté ensemble un jour et moi, littéralement, je me roulais par terre tellement je me fendais la poire parce que le premier est quand même très très drôle dans sa gaucherie et son côté soi-disant romantique totalement à l'ouest. Et donc, soudain sort Twilight 2. On est super excités. On va le voir un jeudi soir C'est chiant à la comme Défense. mort. Et on était chaud comme la vraie. Je crois qu'on était les deux personnes les plus chaudes de la salle. Vraiment, moi, j'avais envie de hurler. Patrick et On a tout ça. voulu crier et tout, on s'est vous fait aviez engueuler plus par de les 20 gens ans. en salle. Et on a vécu un calvaire. C'était pas drôle. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça gerbé comme film, quoi. Ça me rappelle Les Visiteurs 3. Voilà, et vraiment, c'est un film qui en plus je trouve moralement assez dégueulasse, que je trouve mais long à crever pour rien. Et là, on avait vraiment franchi la frontière entre le nanar et le navet, quoi. Alors que Twilight, à la base, ça a Alors l'air qu'un Sharknado 3, ça reste plus sympathique finalement. Non. que- Ouais, mais Sharknado 3, c'est un peu l'espèce, c'est l'institutionnalisation du nanar. C'est C'est les ça, mecs qui mais font c'est- ça en disant ah putain, les mecs, Moi, on j'ai va un faire vrai, Sharknado moi, j'ai un 3, vrai ça va problème devenir avec culte. Sharknado. J'ai un C'est- vrai je trouve qu'il y problème a- avec Il n'y a Sharknado. aucune sincérité derrière, Ouais, c'est voilà. vraiment là, c'est vraiment un calcul de faire un mauvais film exprès. Je pense qu'effectivement pour Aladdin ils y croient parce que c'est Ouais. quand même difficile de faire un film en disant les mecs on va faire de la merde et c'est notre plan, c'est notre objectif. Non, personne ne pense Oui, parce que ça. le plaisir coupable, il est censé être honnête à la base. C'est-à-dire que s'il Ah oui. est coupable, c'est qu'il n'est pas censé justement être drôle, en fait. C'est ça que je pense que. Mais justement, c'est une bonne question. C'est quoi le dernier gros plaisir coupable que vous avez vu en salle, par exemple, toi, Mathieu? Ou même en DVD chez vous, le dernier vraiment truc où tu te dis, mais bidé. Qu'est-ce que j'ai vu? Non, parce que Les Visiteurs 3, c'est pas un bon exemple parce qu'effectivement, je savais ce que j'allais voir et quand même, faut pas non plus être. Parce que nous, par exemple, enfin, moi, Bon, la chute de Londres, c'était très rigolo parce que. Ouais, c'était assez cool. Parce que Gérard Butler qui dit retourne au corner distant, bah, moi ça me fait rire. Mais par exemple, moi, je pense qu'un des derniers gros exemples que j'ai, c'est Lucie de Luc Besson, qui est un film Ouais. qui se prend très au sérieux, etc. Et moi je pleurais de rire devant. C'est-à-dire que c'est tellement con que ça m'a fait mais hurler de rire. Et je pense pas que ce soit voulu de la part de Grand Luc. Mais oui, c'est quoi vous le dernier truc qui vous a vraiment fait tendre de rire? Débile. Petit silence. Moi, je pense que Ah, c'est si, Lucie je aussi. sais. mais- Je l'ai. Compliqué. Ah, Alors, je l'ai pas vu au cinéma, mais Babysitting 2. C'était très mauvais. alors je vous informe Mais que ça te Mathieu fait vient rire. de Ça m'a regarder fait son marrer. téléphone parce qu'il a une petite liste, sans doute. Où il dit, Tous les alors, films J'ai pas de qu'est-ce que mémoire j'ai en vu fait. J'ai pas de mémoire, donc je regarde des trucs. Non, mais Babysitting 2, c'est un. Enfin, non, le pro. Ouais, non. Ouais. Non, c'est pas un bon exemple parce qu'en fait, j'ai pas aimé le. Mais c'est un peu comme Les Visiteurs 3, Babysitting 2. C'est un mauvais film derrière. Tu sais que tu vas voir. Tu sais consciemment que tu vas voir un truc qui Mais je sera me très le mauvais. suis maté jusqu'à la fin. Quoi. Ouais, mais tu sais que ce sera mauvais. Quand tu vas voir Gods of Egypt, quand tu vas voir La Chute de Londres, ou moi, pour répondre à ta question, Jean-Victor, je pense au Hercule avec The Rock, où il oui, soulève un cheval. C'était génial. Ça c'était cool. Ça, c'est- Voilà, ça c'est Voilà. ça, c'est le Là, prototype. t'as C'est le prototype quand même parfait. la promesse d'un truc qui est quelque part fun. Quand tu vas voir les Mais je crois que c'est l'idée de départ de C'est Hercule. l'idée de Je veux dire, départ, le mec, ouais, bien c'est sûr. Brett Ratner qui réalise, qui est quand même un des plus gros boulets du cinéma mondial. le mec qui réalise un Hercule avec The Rock. T'as deux réactions, tu fais ah ouais, puis après ouais j'y vais. C'est la deuxième réaction. Tu C'est ça. as envie de voir un Et film on comme espère ça. que The Rock, et d'ailleurs San Andreas aussi, ça peut être un bon plaisir coupable parce que finalement le film est pas si bon que ça. Ouais, c'est même plutôt. Il y a mauvais, un on peut le côté alléchant au truc, un peu comme aller manger, je sais pas, un McDo un peu dégueu avec plein de frites grasses. Et tu sais que c'est hyper mauvais pour ta santé, mais tu vas tu et kiffes, tu quoi. kiffes quand même. Quand tu vas te taper Les Visiteurs 3 ou
Robin des Bois ou je sais pas, le fantôme de Canterville, c'est marqué sur l'affiche que ça va être horrible Donc, du début en fait, à la ouais, fin. quoi. Fast Parce and que le problème, c'est la question du film qui essaie d'être drôle mais qui ne l'est pas. Et à Qui l'inverse, a vu la le comédie, plaisir, mais- le plaisir coupable, je pense que c'est un film qui est pas censé être drôle mais qui l'est malgré Mais lui. Fast and Furious 7 par exemple qui a quand même cartonné, donc beaucoup de gens étaient le voir, donc je pense que beaucoup de gens étaient passionnés par le truc, mais du coup c'est quand même un film qui est moins bon que les deux précédents. Mm. Mais Enfin, voilà, sinon, ça le six, cartonne, c'était mais mieux. c'est un gros plaisir coupable au final, parce que c'est un film où les bagnoles sautent d'immeuble en Ouais, tu immeuble. t'amuses enfin, bien, ouais. il y a des trucs très incohérents, très absurdes, très foufou. Mais après, ouais, c'est comme un film qui vend ça à la base. Je pense que les mecs sont conscients de faire un truc fun où le public va se fendre la gueule. Tu vois, c'est pas. Je pense que la vraie notion de plaisir coupable, c'est le film qui est vraiment qui est pas fait pour ça. C'est-à-dire que les grands nanars italiens de Bruno Mattei, par exemple, c'est quand il fait Virus Cannibal, le mec essaie de faire un vrai film d'horreur et c'est ce qui rend le truc à se pisser dessus. Ou on peut parler de Troll 2, par exemple, qui est un des plus connus. C'est un film qui est fait très très sérieusement et c'est ça qui le rend complètement fou quand tu le regardes, quoi. Voilà. D'accord, donc au-delà de la qualité même du film, il garde aussi un intérêt à partir du moment où nous on a envie de le voir, quoi. Et il y a un côté un peu vendeur en fait, où il y aura soit des Dans le plaisir zombies, soit des coupable, il y a toujours bagnoles. un petit côté alléchant en fait, c'est à un moment donné. Ouais. Par exemple, le film de Baywatch, ça a l'air génial. Ah, mais là, consciemment, là, ils font de toute façon. Oui, c'est consciemment, 21 c'est- Jump oui, là, Street, oui. c'est la recette 21 Jump Street sur Ah, Alerte à Malibu. C'est le truc postmoderne. bon, c'est The le- Rock reste un gros plaisir coupable. Et Dès un qu'il plaisir est coupable. dans un projet. Pourquoi on dit coupable? Ouais, c'est C'est- vrai, il c'est assume formidable encore. ce garçon. Il mais- assume Non, moi je l'adore, mais Il fait des trucs merveilleux. Dans Fast and Furious 7, la meilleure scène du film, c'est quand il s'arrachait le plâtre. Ouais. Vous Ah vous oui. rappelez de ça? Génial, Ça, c'était évidemment, quand bien même. sûr. Papa va au boulot, puis il casse son plâtre. Non, mais là, la salle a explosé parce que c'est un peu aussi le cinéma que tu as envie de voir. Je sais pas si on peut vraiment parler de plaisir coupable, mais comme tu disais, c'est les plus marrants, c'est les gens qui sont persuadés de faire des grands films et pas être persuadés qu'ils font des nanars. Qui a vu le fantôme de Canterville ici? Pas encore. je me suis un peu arrêté Pas eu après le les Visiteurs courage. 3, j'ai pris un peu de vacances. J'attends la VOD moi Hmm. pour Personne. tester. Non, Parce que personne n'a ouais, réussi. la sortie le même jour que Gods of Egypt et les Visiteurs 3, ça faisait un peu complot. Je pourrais faire un double feature. Triple feature, t'imagines, les Visiteurs 3, Gods of Egypt Et le fantôme de Canterville. Là, tu sors, t'es T'as séché, perdu hein, ta foi dans le cinéma, quoi. Mais bon, ouais. Foi dans le cinéma. Encore une parfaite transition. Oh là là, on va finir c'est sur un beau. dernier Quel sujet animateur, que c'est nous a amené formidable. Alexandre. Un petit film qui s'appelle Avatar et on a appris Bah cette oui. semaine pour être au moins un peu dans l'actu. Qu'il y aurait un 2, qu'il y qu'il y aurait un aurait un 3, deux, qu'il y qu'il y aurait aurait un un 4, qu'il y aurait un 5. Ah, c'est beau. On a fait le Et un générique de reboot. James Cameron. Et Et un dessin animé et et un une BD. spin-off. Et un Navi One. Mais aussi. ceci dit, une BD, je crois que c'est prévu, ou il y en a déjà une, non? Ah, ça fait Bah, 10 il y a ans. eu quelques trucs, ouais. Mm. À la sortie, il y avait eu le jeu vidéo qu'il a un petit peu scénarisé aussi, enfin un peu supervisé. Est-ce qu'on y croit à ce Moi, à ces franchement, quatre avatars Moi, quand j'ai vu cette news, j'avais envie de pleurer de joie, quoi. Il s'est trimballé tout nu en courant dans son appartement. Presque. Combien de fois vous l'avez vu Avatar au cinéma? Au cinéma Au cinéma, 4 fois. 3. Enfin, 2, j'ai vu une fois la version cinéma et 2 fois la version Special Edition. spéciale. Après, en Il est Blu-ray, sorti un an après, ouais. En Blu-ray, j'ai dû le revoir 4-5 fois et je pense que je vais me le mater dans la semaine. Deux fois en salle. J'avais voulu une troisième, mais c'est tombé pendant une grève des transports et du coup, le Gaumont IMAX c'était On inaccessible. est dans le réel. Non, mais c'est vrai, on voulait Je le me voir souviens, en IMAX, moi, je tu l'avais vois, et galéré c'est pour le en voir. très grand et il n'y avait pas de RER, donc c'est tout un bordel, on a lâché l'affaire. Par contre, moi, c'est le premier Blu-ray que j'ai acheté. Moi, c'est un Bravo. des premiers aussi, ouais. Moi aussi, je crois. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois en salle et une fois en DVD, même pas en Blu-ray. Moi deux fois. Dans Est-ce la que salle. ça vaudrait le coup de ressortir Avatar juste avant les 4 autres ou En salle en salle? Ouais. Bah, je sais pas parce que Cameron il a annoncé, donc l'annonce il l'a fait à la CinemaCon de Las Vegas et bon, pourquoi aussi il fait ces 4 films là, c'est parce qu'il veut avec son producteur John Lando redonner un petit peu le côté sacré de l'expérience en Oui, salle et face à des expériences en cinéma chez soi, entre ouais, guillemets, ouais, il y a des notamment, ouais. prototypes américains qui voudraient globalement Le vous patron faire, de Napster, je crois. vous faire acheter, voilà, vous faire acheter des box à 50 $, pardon, où vous auriez des films exclusifs cinéma directement disponibles le même jour que la sortie cinéma. Mais je crois que le principe en c'est que tu télévision. payes ta box 150 balles et tu payes 50 $ pour Voilà. voir le En film à plus, chaque tu fois. payes la Ouais. box assez cher. Ouais. Et du coup, il y a pas mal de tumultes à Hollywood entre les réalisateurs qui sont fans de ce système, enfin qui ont déclaré être fans de ce système. Je sais pas si après derrière il y a des accords économiques ou quoi, mais et James Cameron et ses potes qui disent non, et notamment Nolan aussi qui disent non, nous cinéma La avant salle c'est tout. sacré. Faut pas briser l'exclusivité du cinéma, et donc Cameron a lancé 4 nouveaux films. Et donc non, son ambition c'est effectivement de proposer une espèce d'immense aventure qui va déplacer les foules en salle et qui va redonner un petit peu le côté sacré d'aller voir un film dans une salle de cinéma parce que c'est chouette.
fait. Après, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça fait longtemps qu'il veut faire plusieurs films Avatar suite au premier, ça on le savait. On savait qu'il y en aurait 3 Il en nouveaux. rajoute un tous les ans. Alors à la base, il devait en faire 2, mais en fait, ça fait très longtemps, je crois que depuis que c'est un peu flottant cette histoire de plusieurs films, où il expliquait très tôt qu'il voulait, à la base, il avait de la matière pour faire 4 films et qu'il voulait essayer de réduire à 3, voire à 2. Et visiblement, en fait, Non, il c'est a un peu plus envie, le syndrome Matrix, si je peux me permettre. C'est un peu Ouais, un c'est film. beau. Et ça Un y très est, bon le premier s- film. On avait Stop. tenu Tu, jusqu'ici. tu arrêtes de parler. Et Voilà. voilà. Attends, je vais couper le micro Et- de Mathieu tout de suite. Non, mais moi je parle, j'aime bien Avatar, je suis pas un fan ultime, mais c'est toujours le danger quand tu te dis le mec va faire des suites, ok très bien, alors est-ce que ça va Après, il y a arriver le- à la hauteur du Si premier c'est du niveau de Matrix Reloaded et Revolution. Non moi, mais je on veux avait bien. dit, non mais Non, qu'est-ce mais- qu'on avait dit avant de commencer On ne parle pas de Matrix. Ma Non, mais c'est Surtout même pas pas ça. avec Jean-Victor quoi, merde. C'est même pas ça, Matrix, c'est c'est que révolution. J'arrivais à la placer, Il mec. y a les mecs qui font des suites et il y a James Cameron. Genre, le mec a fait Alien 2, c'est-à-dire il est passé après Ridley Scott et c'est quand même loin d'être ridicule ce qu'il a fait. James Cameron ne s'est jamais planté. Hein. Oui, C'est et vrai. il a fait Terminator À part 2. Terminator 2, putain. Ouais. Terminator Bam, 2, il l'a Titanic. fait 10 ans après le premier quand même. Presque. Oui, parce que c'est vrai que t'as Et c'est un monument. toutes les critiques comme quoi il fait ça pour la thune. Je veux dire, si le mec faisait des films pour la thune, il en ferait un Non, tous Non mais les je me deux fais, ans. je me fais pour l'avocat rien, du diable, mais c'est un peu en mode le mec va faire 4 autres films. Est-ce qu'on est certain qu'il va arriver à faire 4 autres très bons films au moins, Surtout Ça, on rajoute- saura devant. Mais en rajoutant des opus un peu comme ça de manière automatique, on se dit est-ce que réellement Après, ça peut être 4 autres films, mais pas forcément avec Jake Sully. Ça peut être dans l'univers Ah oui. d'Avatar. je crois que ça suit plus ou moins. Enfin, Oui, je crois qu'il y a je une suppose histoire de faire que- des stand-alone, mais qui sont quand même plus ou moins liés et Oui. qui amènent un truc en Mais puissance. je, Quoi. mais je crois qu'il a monté donc des poules de scénaristes avec lui qui supervise et, Et un groupe de ouais. scénaristes par film et qu'ils écrivent au moins, ils pensent au moins toute l'histoire en même temps. Parce qu'en Donc, fait, il y ce a- qu'ils ont fait, c'est qu'à la base, il a écrit 1000 pages de notes, je crois, pour toute sa trilogie. Il a réuni, effectivement, comme tu dis, un pôle de scénaristes avec notamment les scénaristes des derniers Planète des Singes. Je crois qu'il y a un couple qui a bossé sur le film et ce couple-là qui est là. Jaffa et Amanda Silver. Exactement, ouais, c'est là, plus quelqu'un d'autre, je sais plus qui. Et en fait, effectivement, avec tous ces gens-là, ils ont fait une espèce de grand pôle de scénaristes, comme tu dis, où ils ont supervisé toute la structure des films à venir pour que tous les scénaristes soient au courant de ce qui allait se passer dans les différents films. Et ensuite, en fait, avec chaque scénariste, donc James Cameron plus machin, James Cameron plus truc, James Cameron plus bidule, ils ont écrit chacun un film. Donc effectivement, c'est là où tu te dis que le projet est quand même hyper intéressant, c'est que c'est un mec qui est connu pour son perfectionnisme et son côté hyper pointilleux, et que le gars, il a l'air de mettre les petits plats dans les grands, quoi. C'est que je pense il fait pas ça n'importe comment. C'est pas comme Marvel où ils vont faire un film 3 ans après, se rendre compte que ils auraient peut-être dû mettre ça pour introduire le truc suivant qui allait arriver, mais qu'ils avaient pas pensé. Je pense que là, non, ça va se tenir. Après, là où c'est inquiétant, c'est que faire 4 films de cette taille-là. Quand tu vois combien Zack Snyder, juste en faisant Batman versus Superman, a perdu la moitié de son poids et ressemble à un sac d'os, tu te dis humainement, le type il va se tuer à la tâche, quoi. C'est quand même colossal ce qu'il attend. il va faire de la plongée à côté, ça lui fera un peu de remise en forme. Oui, c'est vrai qu'il est un peu fou. Il va tourner dans l'espace après tout, ça serait au moins son. C'était quel film justement récemment où il disait qu'ils allaient tourner avec la NASA, qu'ils allaient tourner vraiment des Oula, je vraies sais scènes. plus. Peut-être un documentaire parce qu'il en fait aussi pas mal, mais. Mais ce qui m'inquiète juste, c'est de se dire justement qu'il va rester là. Clairement, ça va être vu l'âge qu'il a, parce qu'il est pas, il a C'est quel le âge projet d'une vie, quoi. 61 ans, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ça Il va- fait vraiment. Il risque pas de faire beaucoup d'autres films après. Quoi. Enfin, Voilà, je sais c'est pas, ça, tu vois. et c'est juste ça qui m'embête un peu. C'est-à-dire C'est de dire, il va rester sur Pandora et ça va être son et puis son surtout, dernier truc. Donc c'est un peu le Après, seul truc qui me Il a dérange quand même avec le soutenu le projet. dernier Terminator. Ce que donc, j'allais dire. Ouais. Oui, mais bon, ça. Et on sait qu'il est copain avec Arnold, et qu'Arnold Voilà. a dû dire s'il te plaît. Ah bah ouais, Schwarzenegger dans Avatar, moi par contre là. Et il y avait Je des signe rumeurs tout de aussi, suite hein. Il y a eu une rumeur au moment de la préparation. Après la fin du premier, ils se sont dit remplacer Stephen Lang et mettre Arnold Schwarzenegger en grand méchant. Ah, dans mais le deuxième film. voilà, pourquoi il parle pas tout. Pourquoi vous commencez pas par là? Et il y avait même eu plus que ça, puisque Cameron et Schwarzenegger s'étaient rencontrés juste après, alors que Schwarzenegger arrêtait d'être gouverneur de Californie. Exact. Ouais. Et on avait tous un peu fantasmé, ouais, ils vont parler d'Avatar 2 ou de True Lies 2, ou toi, ils vont refaire un truc ensemble. Et en fait, c'était pour un projet certes noble, mais c'était pour un court-métrage écologique. Donc du coup, Gna gna. le soufflet est vite retombé. Mais ouais, carrément, Schwarzenegger dans du Cameron dans l'espace, je crois que tout le monde signe. Hein. Après, est-ce que c'est pareil, est-ce que Cameron, est-ce que Schwarzenegger, il arrive pas un petit peu en fin de course, quoi, parce que. Même pour un caméo ou quelque chose, ça serait Ouais. extrêmement plaisant d'avoir. Les ce Expendables truc. dans Avatar, moi je signe tout de suite. Parce que le problème de Schwarzenegger, c'est qu'on l'aime tous, mais bon, son retour au cinéma depuis sa fin de carrière de gouverneur, c'est quand même de la grosse merde, quoi. Ouais, Alors- mais Ah non, il y a des trucs pas c'est mal, quand même. forcément sa Euh, faute. Hein. ah bon dirigé, Oui, dirigé par un bon réalisateur avec une bonne histoire, il peut faire un truc qui tient la route. Mais le problème, c'est que même Le quand il a dernier été- rempart, un très bon film. Ouais, Ouais. High five de dernier rempart.
On ne parlera pas des autres films, mais. C'est quoi avec sa fille zombie, enfin la fille malade Maggie. Non, Maggie, c'est raté. Maggie, c'était pas mal. Lui il était bon. Il était extraordinaire là-dedans. Le film était raté, mais lui était bon. Non, mais lui était bon dedans. Oui, il était excellent. Le film est terrible. Mais lui était très bien dedans. Il était extraordinaire. Mais pourquoi on parle de Schwarzenegger d'un coup? On Parce parle de James Cameron. Avatar, Cameron, etc. Mais il y a le parc d'attractions qui ouvre cette année aussi, Avatar. Disney World. Cette année ou l'année prochaine? Je crois que c'est l'année prochaine. C'est en travaux en ce moment en tout cas, mais. Ah oui, ça ouvre déjà, oui. Ouais, mais après, voilà, c'est, je crois que on peut que lui laisser le bénéfice du doute parce que c'est quand même un créateur d'univers à la base. Je pense que Avatar, on peut logiquement dire que c'est un de ses films sommes, quoi. On retrouve un peu Alien dedans, on retrouve un peu ce qu'il avait avancé avec Terminator, et puis il a avec tous ces Titanic, thèmes écolos avec, qui sont dedans, avec un grand sens Titanic. classique de la narration. Donc si tu dis, enfin tu vois, un type aussi grand qui fait des films aussi costauds, qui d'un seul coup part en se disant je vais faire la saga de ma vie et le dit, je veux faire un putain de truc épique qui va vous coller 3 claques dans la gueule. Bon, Mais venant de lui, on a envie de le croire. En fait, mon inquiétude tenait plutôt que le tournage est censé démarrer bientôt, en fait, non? Cette année, ouais. D'accord. Je crois. Parce que dans les du coup, prochains mois, même. c'est l'idée de rajouter un film. Enfin, est-ce qu'ils vont le tourner en même temps? Enfin, est-ce qu'ils vont tourner les 4? Je pense pas. Après, je pense qu'il y a beaucoup de. Contrairement. Il y en aura encore, mais contrairement au premier film où il y avait toute l'introduction avec des parties humaines qui nécessitaient du tournage en live, je pense que là, il y aura quand même majoritairement des scènes chez les navis, et donc ça, c'est de la performance capture en volume. Bon, en termes de tournage. Ouais. Après, tant que la Fox, c'est la Fox. Hein, ça. Ouais. Tant que la Fox fait pas non plus un barouf marketing trop tôt pour pas qu'on soit trop habitué à voir du Avatar partout. Oh, bah ça, on l'aura. Hein. Avec un film tous les 2 ans, on va quand même en bouffer pas mal. Hein. Bah là, Si, non, mais après, euh, du coup, là, tu vois, Star Wars, on a quand même eu 2 ans quasiment de marketing avant le 7. Si Avatar 2, on peut nous laisser souffler et puis commencer à faire un teasing assez efficace, mais juste avant. Après, le premier Avatar, la promotion avait démarré très tard. Hein. C'est-à-dire que les premières images, on les a vues pile 6 mois avant avec le Avatar Day. Et en fait, la promo a duré 6 mois. Et ce qui est assez marrant, c'est que personne n'y croyait d'ailleurs. On se disait C'est un ça. des rares films qui a vraiment fait un événement en salle pour la sortie de la bande-annonce, etc. Ah, mais, Ouais. mais tout ça, ça date C'était d'une il y a 7 éternité. C'était 10 en ans. 2009. Ouais, Et ça va c'est- faire presque 10 quand D'ailleurs, il y a eu un article aujourd'hui sur ça fera 10 ans. Et c'est Ouais. dingue, c'est dingue de penser que quand tu revois le premier Avatar et les méthodes de marketing d'Avatar, c'était seulement 1 an après le premier Iron Man. C'est déjà assez c'était la efficace. préhistoire, nom de Dieu. On a vieilli, c'est ça que tu veux dire? Mais j'ai revu les images du premier Avatar récemment sur une très bonne télévision et c'est vrai que j'avoue que C'est vrai que la télé était je vais me belle. le refaire aussi assez C'est vite. à tomber quoi. Ça Ça a pas pris une vieilli, hein. ride. Ça a pas vieilli. C'est toujours canon. C'est toujours fluo. Non, mais c'est un film. Moi, ce qui m'impressionne dans ce film-là, c'est que beaucoup de gens reprochent éventuellement le scénario un peu classique, bon, qui est inspiré de Joseph Campbell et tous ces trucs-là. Mais moi, je trouve que c'est un film qui t'absorbe totalement. C'est-à-dire que les 2h40 de film, je les vois jamais passer. C'est-à-dire que ça va à toute vitesse et en même temps, il pose vraiment son univers, il pose ses personnages. Enfin, c'est très bien raconté, quoi. La question est aujourd'hui, c'est quoi l'héritage d'Avatar aujourd'hui? C'est ça que Je pense me que les demande gens aussi s'en en voyant souviennent, ça, Les mais- films fluo. Non, mais beaucoup de gens se posent la question, effectivement, de dire que Avatar n'a pas laissé une trace, machin. Bon, déjà, le film a fait 2,7 milliards. Donc la trace, dire que tout le monde l'a vu à peu près, partant de là. Et je pense que tout le monde se souvient de ICU. C'est un film qui a beaucoup marché, je crois, notamment en Asie, etc. Et notamment là, voilà, c'est un film qui a très bien marché en Asie, alors qu'à l'époque, le cinéma, c'était pas quelque chose de très répandu en Chine. Et quand tu te dis qu'entre-temps, ils ouvrent je sais pas combien de salles toutes les semaines là-bas, il y a moyen que ça fasse aussi un raz-de-marée à cause de ça, quoi. Enfin, grâce à ça, voilà. Mais, Ça a été aussi le premier, entre guillemets, hein, le premier film en 3D. C'est le film qui a. Ouais, c'est le film qui a relancé la 3D. qui a relancé en la fait. 3D. Il y en avait eu avant, Tu mais dis ils avaient plus pas de- marre. ouais, C'est vrai tu qu'elle dis s'est plus de 2 arrêtée très milliards, vite tu après dis- aussi. Tu dis plus de 2 milliards, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui a Oui, été mais je gagné pense pas, grâce je à la pense pas 3D. que la 3D soit la raison du succès. Non, non, C'est un film je qui vais a. pas dire ah bah oui, ça a marché que avec la 3D évidemment. C'est un non, film mais, qui a beaucoup marché sur son. Parce que par exemple, la question du billet a peut-être ramené plus parce que la 3D, sauf que les billets de cinéma coûtaient moins cher il y a 7-8 ans. On verra avec l'inflation s'il fait plus d'entrées en tout cas. Non, mais par rapport à l'inflation, ouais, aujourd'hui, un billet coûte beaucoup plus cher et quand tu prends 1 milliard du box-office de Star Wars 7, en fait, ça implique moins de spectateurs que 1 milliard de Avatar à l'époque, quoi. Ouais, enfin du coup, Avatar 7 a quand même bien grimpé dans les échelons du box-office, mais Star Wars 7. Star Wars 7, qu'est-ce que j'ai dit? Avatar 7. on n'y est pas encore. C'est- Mais grave. Non, C'est tel Mathieu 2032. Gaillet du futur qui vient de parler, tu sais. Non, mais en même temps, Avatar 7, Tu vois, c'était j'y quand même crois de pas la trop, merde par mais rapport au je 5. pronostique déjà. Mais, Avatar 7 avec The Rock et Vin Diesel. Non, c'est pas ça. Mais, Le reboot, Génial. Non, ce serait de C'est la le meilleur merde. de la série. Mais du coup, ouais, c'était une question que j'avais. Moi, on sait même pas si les films seront tournés en 3D ou en. Ah, Pour bah le si. moment, c'est que dalle, en fait, hein. Enfin, en termes techniques. Si, on sait que
on sait que ce sera en 3D comme les précédents. Et l'ambition, alors ça fait un moment qu'il n'en a pas parlé, c'était d'augmenter. Bon, il s'est fait un peu couper Les l'herbe images sous le par pied. seconde. Ouais. C'est en 48. C'était non, lui, il voulait du 60 images par seconde. Oh, putain. Sachant que entre temps, il y a un mec qui s'appelle Ang Lee qui vient de tourner un film à 120 images par seconde. Donc peut-être que Cameron, par son ego technologique, va dire je fais 120 images aussi, ou j'en sais rien. Mais je pense que ça va aller un lui. peu vite. Je sais pas, son ambition de toute façon à la base, c'est d'améliorer l'expérience 3D aussi. L'expérience du Hobbit qui était en 48 images par seconde, je 48, crois. ouais. Déjà, il y avait un sentiment de fallait vraiment s'habituer à l'image. Ouais, c'était Ça très pouvait bizarre. être un peu gênant, mais bon, sur un film de 2h30, tu as le temps de t'habituer. Non, puis le problème aussi du HFR à l'époque de The Hobbit, c'est que ça n'a pas été du tout. Il n'y a pas eu de promotion. C'est-à-dire que c'était très difficile, non seulement en France, mais même aux États-Unis, de trouver une salle qui faisait du HFR. Et il n'y a eu aucune préparation. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas ce que c'était. Heureusement que ça reste pas un critère de visionnage, mais oui, les salles équipées, en tout cas, c'était. C'était très timide en fait dans la promotion, quoi. Et il y a plein de gens. Je sais que quand je sais plus si c'est le premier ou le 2. Que j'ai vu avec notamment où je me suis rendu compte à la sortie, il y a des gens, un couple derrière moi qui parlait et le mec qui me disait ah t'as vu l'image, c'était bizarre et tout, la fille a fait ah bon, il y avait un truc qui changeait, enfin elle a pas du tout capté en fait le truc quoi. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer si Avatar fait un crossover avec Star Wars. non, si Avatar 2 ne marche pas? Ah bah c'est une grande inconnue. Bah, ils auront déjà tourné au moins le 3. Donc, enfin, Bah, ils vont tout tourner d'un coup de toute façon. tourner un trou. Bah, de toute façon, Fox est obligé d'y croire. En même Voilà. temps, quand t'as un film qui fait 2,7 milliards, je doute quand même. Est-ce que ça peut ne pas marcher? Est-ce que ça Ça, risque pas de faire ouais. un score à la Batman, Superman ou Batman vs Superman, là, ça a c'est à marché, en fait. Ouais, mais c'est à 800 millions, c'est un film qui a coûté un fric fou. Et là, dans la politique toujours plus des studios, là, ils disent ah bah ouais, bah en fait Batman vs Superman, ça marche pas. Et ils songent, enfin, il y a une rumeur qui dit, ils songent à ressortir directement en salle la version Ouais, la interdite version, en ouais, parce que- 17 Ce ans. qui est gênant sur une de 3 problématique heures. comme Avatar avec 4 suites, c'est que si le 2 ne fonctionne pas autant qu'ils ont prévu, ils vont devoir réinvestir en fait de l'argent pour corriger le tir, que ce soit en production ou en marketing. Donc du coup, ça va leur coûter un Après, fric monstre, quoi. est-ce que voilà, la vraie question c'est effectivement est-ce que ça peut pas marcher quand tu sais le phénomène que ça a été à l'époque. On parle quand même de 2,7 milliards, genre que y a même pas un seul film qui a fait Même en Star, Wars, mille Titanic. même Star Wars 7 n'a pas. Même Star Wars 7 n'a pas généré la moitié de ça. Enfin, si, quasiment, mais bref, mais c'est colossal, quoi. Ça a été un vrai phénomène. Il y a une espèce de communion mondiale. C'est-à-dire que c'est un film qui a fédéré tous les âges, toutes les cultures, Globalement, tous les le monde a continents. adoré, en plus. Ils même si sont on dans a une crié histoire à qui n'est quel pas point. ancrée dans le réel ou enfin qui Oui, c'est ça, c'est public. À l'époque, quand on se disait, moi je me souviens très bien des conversations qu'on avait avant la sortie du film, où on se disait bon, ça marchera jamais autant que Titanic parce que c'est quand même un film, il y a des extraterrestres bleus, il y a beaucoup moins de gens qui vont aller le voir, qui vont voir ça. Résultat, mais tout le monde y a été, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que des gens qui vont pas souvent au cinéma se sont dit, et on sait pas pourquoi, on se sont dit tiens, il y a un truc. Donc on croit en James Cameron, quoi. évidemment? Bah, il faut y croire. Parce qu'à côté, il y a plus beaucoup d'alternatives, bordel. Rendez-vous en c'est quoi? 2018, 2018. Noël 2018, Ça va arriver 2020, vite, hein. 22 et 23. Et ça Oui, se bon, terminera en donc- 2023. Mathieu, tu auras quel âge en 2023? Non, Marc, tu auras Marc, quel tu âge en auras quel âge 2023? en Je vais pas dire 2023? des trucs pareils publiquement. C'est Mathieu, c'était J'aurai- lui le running J'aurai gag. 44 ans en 2023. Voilà. J'aurais Voilà. 41 ans. ouais. Sur son déprime. Soit la tous moitié de ensemble. l'âge de James Cameron. Ah, pas mal. Exactement. Bon, on espère qu'on se retrouvera pour un deuxième numéro avant la sortie d'Avatar 2. 2018, ouais. Merci à tous. Merci à toi. Merci. Et on vous invite à nous suivre sur les sites réseaux sociaux et les sites CloneWeb et les réseaux sociaux d'après la séance aussi avec qui on est partenaire. Et on rappelle qu'on peut retrouver Sylvestre sur première.fr, notamment. Et Oui. sur les Twitter et sur le Facebook. Et sur les internets. Et sur les C'est bon, internets. sur les internets. Merci de nous avoir écoutés. À très Merci, bientôt. merci. Ciao.